Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. Les abysses les plus insondables sont souvent ceux dont on ignore l'existence. On pense qu'on met le pied dans une innocente flaque, et sans crier gare, on se retrouve englouti au fond des mers, dans une faille océanique où tout n'est plus que terreur et fascination infinie. Certains appellent ça la partie immergée de l'iceberg, d'autres un rabbit hole, en référence au terrier à lapin qui entraîna Alice malgré elle dans l'inquiétant pays des merveilles. C'est précisément ce qui m'est arrivé il y a 3 mois. Je cherchais le sujet de ma nouvelle enquête dans cet insondable labyrinthe qu'est l'imaginaire, et je me suis souvenu de ces commentaires énigmatiques qui apparaissaient parfois sous certaines vidéos. As-tu déjà entendu parler de la Fondation SCP ? J'avais été jeter un rapide coup d'œil sur le net, comme à chaque fois qu'on me suggère quelque chose que je ne connais pas. Après quelques clics, je comprends vaguement que cette fondation est le fruit de l'imagination d'écrivains anonymes qui entretiennent une sorte de fiction virtuelle autour d'un univers aux thématiques proches du paranormal et du secret défense. Cela semblait riche, mais comme la masse d'informations était gargantuesque et volontairement obscure, j'ai sagement laissé s'évanouir le souvenir de cette étrange portion de la toile. Ainsi donc, on dit vrai, il ne faut pas s'arrêter aux premières impressions, car je venais sans le savoir d'effleurer l'un des univers de fiction les plus troubles, les plus profonds, les plus créatifs qu'il me sera plus tard donné de contempler. Et je l'avais laissé filer. On avait cherché à me montrer la lumière, et je n'avais rien vu. Et puis un jour, juste avant l'été, un énième commentaire est apparu. « As-tu déjà entendu parler de la Fondation SCP ?» À nouveau cette phrase énigmatique, cette phrase qui sonne comme un mantra psalmodié par les membres d'un culte qui voudraient m'inviter dans leur club secret, pour je ne sais quel rituel. Il faut croire qu'à cet instant précis, j'avais besoin de me perdre dans quelque chose, de m'égarer dans une œuvre. Cette fois-ci, j'ai entendu l'appel et j'y ai répondu. Si une œuvre est faite pour vous, elle finira par croiser votre chemin jusqu'à ce que vous lui accordiez l'attention qu'elle réclame. Et c'est ainsi qu'ont débuté mes recherches sur la Fondation. Quand on commence à tenter de suivre les traces de cette organisation, on est très vite saisi par un vertige devant la complexité et la taille des secrets qu'elle renferme. J'ai même longtemps hésité à me lancer dans cette entreprise consistant à vous en dévoiler les contours, tant c'est une quête impossible. Mais maintenant que je me suis lancé, je ne peux plus faire marche arrière. Si vous souhaitez garder une part d'innocence, il est encore temps de couper cette transmission. Si par contre vous choisissez de rester, il n'y aura pas de retour possible. Votre regard sur la réalité sera changé à jamais. La Fondation SCP est une organisation secrète qui protège le monde de toutes les anomalies scientifiques qui existent dans les coulisses de notre réalité, qu'elles soient monstrueuses, paranormales, fantastiques ou dimensionnelles. Si vous ne croyez pas dans toutes ces choses, alors c'est que la Fondation a bien fait son travail. Les lettres SCP sont le sigle de Special Containment Procedures, ou procédures de confinement spécial. Ces 3 lettres renvoient aussi à la devise de l'organisation, Secure, Contain, Protect. Sécuriser, contenir, protéger. Après quelques recherches, je découvre que la première occurrence en ligne de l'organisation s'est faite sur le board paranormal de 4chan, et qu'elle fut d'abord décrite comme une creepypasta, c'est-à-dire une courte histoire d'horreur en ligne, le plus souvent présentée sous la forme d'un témoignage réel pour espérer devenir viral. C'est sous le titre SCP-173 que le monde va voir naître ce qui va devenir la plus grande fiction collaborative ayant jamais existé. Avec plus de 11 000 histoires et 13 ans plus tard, la Fondation SCP est devenue un édifice sans pareil dans la fiction, autant dans sa forme tentaculaire sans auteur mis en avant que dans son approche jeu de rôle littéraire. La taille de cet univers est si grande qu'il est virtuellement impossible d'espérer en faire le tour. L'auteur de ce tout premier rapport SCP est un certain Wesley Williams, alias Moto42. Au moment où il poste sur 4chan sa création ce soir de 2007,
il est loin de se douter à quel point les concepts qu'il a imaginés vont devenir des lois structurelles pour des milliers de gens. Le plus simple est sans doute de vous la lire. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes, et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 en toutes circonstances, et ce, jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Transféré au site 19 en 1993, origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de la marque Krylon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne, ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel est rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'y est présent. Ceci est considéré comme normal, et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Maintenant, vous connaissez le rapport SCP qui a révélé l'existence de la Fondation. À la lecture de ce texte, on est assailli de questions. Quelle est cette inquiétante créature? Qu'est-ce qu'un objet SCP? Pourquoi porte-t-il le numéro 173? Y en a-t-il d'autres avant lui? Et après lui? Et si oui, combien? Qu'est-ce que signifie classe Euclide? On parle du site 19, mais que contient-il? Où se trouvent de tels sites? Qui travaillent pour la Fondation et qui en formulent les ordres? Le ton factuel, scientifique et désincarné de ce rapport semble montrer que ceci n'a presque rien d'extraordinaire, qu'on ne voit ici qu'une infime partie d'un immense champ d'exploration et de secrets paragouvernementaux qui donneraient des vertiges aux agents Mulder de la planète. En une courte création d'à peine une page, Williams venait sans le savoir de créer tout un multivers qui s'agrandit encore chaque jour 13 années plus tard. Il a su parfaitement exploiter un des miracles de la littérature, celui de réussir à forcer notre imaginaire à remplir les zones d'ombre qu'elle désigne. Toutes les questions induites par cette histoire originelle vont être autant de terrains de jeu pour des milliers de scénaristes, des hommes et des femmes qui ne se sont jamais vus, mais qui vont développer ensemble tout ce que cette courte histoire a pu soulever comme concept. Pour faire court, SCP-173 va très vite migrer sur un site dédié où la Fondation va pouvoir structurer son travail en toute tranquillité. Et c'est ainsi que le site Fondation SCP a vu le jour. SCP-173 y apparaît à la 173e place, affublé d'une mention unique, The Original, pour ainsi rendre hommage à cette toute première occurrence, comme si elle symbolisait la vision mystique d'un prophète qui, sans le savoir, allait créer un culte en la racontant. De cette première histoire écrite par Williams, on va garder un certain nombre de principes. Chaque SCP portera un numéro et un titre, un peu comme un mail possède un objet. Ensuite, chaque rapport doit débuter par d'énigmatiques procédures de confinement spéciales. Avant même de nous la décrire, on nous explique quelle procédure d'urgence on doit adopter pour neutraliser l'anomalie en cas de brèche dans le confinement. Enfin, la section description nous définit l'anomalie concernée, que ce soit un objet, une créature ou un phénomène, ainsi que ses effets, dans la limite de ce qu'on en sait. Tant qu'un rapport respecte l'esprit de ceux qui ont été écrits avant lui, on peut écrire à peu près ce que l'on veut. On peut même écrire un rapport sur le fait que la Fondation n'est qu'un rêve, tant qu'on le fait en adoptant le jargon propre à la Fondation. Libre ensuite au lecteur de déterminer ce qu'il choisit de croire ou de mettre en doute. Et grâce à cette formule mêlant science et fantastique, tout est possible narrativement. Toutes les informations qui vont suivre sont sujettes à caution, car la Fondation ne possède pas de canon fixe,
c'est-à-dire aucun élément de sa mythologie qui soit immuablement figé. Il est donc virtuellement impossible que je ne fasse pas d'erreur. Nous sommes au mois de juin de l'année 2020, à l'heure où je débute mes recherches. Voilà donc 13 ans que Williams a cliqué sur le bouton « Publier ». Ce qu'est devenu la Fondation entre-temps est pour ainsi dire terrifiant de créativité. 2h36. Je reformule ma théorie. La Fondation SCP est une tentaculaire organisation secrète disposant de moyens financiers qui semblent infinis et qui montre un champ d'action si vaste qu'il semble passer au-dessus des lois, au nom du bien commun. Son emprise couvre le monde entier, et même au-delà, afin de sécuriser les anomalies, où qu'elles soient, et quel qu'en soit le prix. Les anomalies qu'elle traque et sécurise sont des créatures, des objets ou des événements qui défient les lois de la raison et qui présentent un potentiel danger. Comme le dit un jour le docteur Mackenzie à propos de l'organisation, « Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. » Tout ce qui touche à ce groupe est donc entouré de secrets presque par altruisme. Le monde doit à tout prix rester ignorant de la nature des phénomènes dont la Fondation nous protège. J'ai obtenu l'adresse de leur site par une source interne et ainsi pu retracer l'organigramme fonctionnel de l'organisation. Je vous ai mis un lien sécurisé sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Une fois que vous connaîtrez ce fonctionnement, les rapports n'auront plus aucun secret pour vous. Vous pourriez même presque passer un entretien pour rejoindre la Fondation et réussir le test haut la main. Si les rapports SCP sont souvent truffés de données supprimées ou inaccessibles, c'est parce que l'organisation répond à la règle du need to know, l'idée que chaque personne travaillant pour le compte de la Fondation possède un rang d'accréditation qui lui est propre et qui donne plus ou moins à connaître des secrets que détient sa direction. C'est une règle qui s'applique dans les services secrets du monde entier et qui permet de prévenir au maximum la fuite d'informations sensibles. Chaque membre de la Fondation possède donc un numéro d'accréditation. Sur une échelle de 0 à 5, le niveau 0 est celui qu'on attribue au personnel administratif et aux équipes d'entretien, qui n'ont aucun contact avec les anomalies. Le niveau 5 est quant à lui appelé Thomiel, et il est le rang le plus élevé, destiné au plus haut gradé administratif de la Fondation. Il est attribué à une poignée d'élus qu'on désigne sous le nom de Conseil O5. Entre ces deux extrêmes se situe le niveau confidentiel, puis le niveau restreint, le secret, et enfin le top secret. Les membres de la Fondation sont aussi rangés par classe, qui vont à rebours des degrés d'accréditation. En bref, plus vous êtes précieux pour l'organisation, plus vous devez être tenu à distance des anomalies. La classe A concerne les personnels jugés, je cite, « vitaux aux opérations de la Fondation à l'échelle mondiale et ne doivent sous aucune circonstance s'approcher des anomalies en vue de leur protection ». Là encore, les mystérieux membres du Conseil O5 sont automatiquement rangés dans cette classe d'élite. La classe B regroupe les membres jugés essentiels à un niveau local, qui peuvent s'approcher des anomalies sous certaines conditions, mais qui doivent être mis à l'abri en cas de problème. Les membres de la classe C sont ceux qui effectuent le travail au quotidien auprès des anomalies qui ne sont pas particulièrement dangereuses. En cas d'accident et selon sa gravité, ils peuvent être sacrifiés, selon ce que préconisent leurs responsables. Mais la classe la plus célèbre est aussi celle qui révèle la part d'ombre d'une fondation qui se dit philanthrope. C'est son avant-dernière classe. Ceux qu'on appelle les classes D sont désignés comme du personnel renouvelable. La plupart du temps, ce sont des prisonniers accusés de crimes violents. Ce sont eux qu'on envoie au contact des entités les plus dangereuses, vers une mort potentielle. Le pire étant que les classes D doivent subir régulièrement des tests psychologiques, prendre des amnésiques pour effacer les secrets qu'ils ont vus, voire même être éliminés si une anomalie les a contaminés de quelconque façon. Les classes D apparaissent souvent dans les rapports SCP et dès qu'ils sont mentionnés, on comprend très vite que l'anomalie présente de véritables dangers. C'est un bien funeste destin que de rejoindre cette classe. On voit bien que la Fondation n'a pas vraiment de limite morale face à l'adversité, et qu'elle semble prête à tout pour arriver à ses fins. Malgré cette inhumanité latente, les intentions de la Fondation ne semblent pas hostiles à l'humanité, tant elle permet quotidiennement d'empêcher des scénarios de fin du monde, ou tout du moins la mort de nombreux innocents. Il existe enfin une classe E, mais elle est exceptionnelle et temporaire, s'appliquant aux agents qui ont été accidentellement mis en contact avec une anomalie, et qui sont placés en quarantaine jusqu'à pouvoir rejoindre leur classe d'origine. La classe et le niveau d'accréditation d'un membre déterminent donc son degré de connaissance des inimaginables secrets et abominations cachés dans les souterrains de la Fondation.
j'ai pu identifier les différents types d'équipes et de corps de métier qui constituent l'organigramme de la Fondation. Le personnel de site, le personnel de terrain et l'administration. La Fondation possède un nombre important mais inconnu de sites secrets dans lesquels sont gardées les anomalies. Dans ces personnels de site, on trouve ce qu'on appelle des spécialistes du confinement, chargés d'imaginer les procédures pour contenir efficacement les anomalies, mais aussi des équipes de chercheurs, à la pointe de toutes les sciences les plus expérimentales, qui auront pour fonction d'étudier et de tester ces anomalies afin de les comprendre et de les rendre inoffensives. Ces personnels indispensables sont bien sûr protégés par des équipes d'officiers de sécurité, formés aux procédures d'urgence, mais aussi d'une section d'agents d'intervention tactique, une faction d'assaut hautement entraînée qui se tient sans cesse en alerte, en cas de menaces internes ou externes qui mettraient en danger la Fondation. Hormis ces métiers qui se terrent au fond de bases secrètes, on trouve les personnels de terrain. Les premiers, et sans doute les plus essentiels, et ceux qu'on désigne comme agents de terrain. Ils sont, je cite, les yeux et les oreilles de la Fondation. Disséminés de par le monde, ils s'infiltrent le plus souvent au sein des forces de police ou de sécurité et font immédiatement remonter les événements suspects à leur hiérarchie occulte pour qu'une équipe de la Fondation soit envoyée sur le terrain. Ils sont une vigie capitale pour la Fondation. Le second type de personnel qu'on trouve sur le terrain sont les forces d'intervention mobiles, qu'on pourrait voir comme des équipes d'intervention d'élite type SWAT, mais qui auraient été formées à faire face à des événements surnaturels. Ces équipes sont constituées de membres dont les compétences varient en fonction de la menace rapportée par les agents de terrain. Enfin, le dernier type de personnel est composé des membres de l'administration. Son corps est composé des directeurs de site, sorte d'administrateurs locaux chargés de faire fonctionner les installations, mais aussi de ce fameux directoire mystérieux qui dirige l'intégralité des employés de la Fondation. Et c'est encore et toujours ce fameux Conseil O5. C'est en faisant des recherches sur ce groupe que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Encore, je pouvais croire en l'existence d'une telle organisation, mais les événements que j'ai découverts sur celles et ceux qui la dirigent ont commencé à faire dérailler le train de mes croyances. Avant de parler des O5, il faut que je vous parle des origines de la Fondation, et notamment du jour où fut ratifiée la Convention de la Cité Interdite. Avant qu'elle ne soit signée, le monde était en proie depuis des siècles à des guerres occultes qui se jouaient dans les coulisses de l'histoire, au cours desquelles des objets anormaux avaient été utilisés. Dans le but de s'unir pour mettre fin à ces conflits larvés et pacifier le monde, 13 groupes de recherches occultes, parmi les plus influents, décidèrent de signer un traité d'unification. Parmi ces organisations se trouvaient des unités d'élite de différents pays ou empires. La Fondation de Sa Majesté pour la sécurisation et le confinement du paranormal, les Voyants du Tsar, le Bureau royal pour les artefacts chrétiens, ou encore le bureau d'enquête spéciale de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Se joignirent d'autres groupes plus énigmatiques, comme l'Institut pour l'anormalité, les Archives noires, ou encore le 0e régiment anticulte. La signature du traité de la Cité Interdite va imposer à tous ces groupes leur dissolution et la mise en commun de leurs ressources pour rejoindre une même entité, la fameuse Fondation SCP. Si la création de la Fondation est donc relativement récente, ses origines remontent à plusieurs siècles. Le premier conseil O5 fut donc d'abord constitué de 13 membres, issus chacun des 13 groupes fondateurs. Il sera aussi convenu que tout autre groupe qui ne fait pas partie de la Fondation et qui convoite des anomalies doit être désigné sous le nom de groupe d'intérêt et qu'il doit être détruit, empêché ou absorbé. Mais il est encore trop tôt pour vous en parler. Sur le site de la Fondation, on peut trouver un mystérieux dossier du commandement O5 qui compile les recherches d'une femme surnommée la Reine Noire, qui dit avoir enquêté sur l'intrigant conseil à la tête de l'organisation. C'est grâce à son travail que j'ai pu obtenir ces informations. Les O5 détiennent tous les secrets et prennent toutes les décisions, établissant les règles et les stratégies mondiales. Or, personne ne les a jamais vus. Peu importe le nom qu'on leur donne, le conseil, le commandement O5, les superviseurs, le cartel, ce groupe est nimbé d'une aura quasi légendaire, car on n'est sûr de rien à leurs propos, et parce que plusieurs réalités se superposent quand on cherche à démêler les fils. Comme la Fondation aime brouiller les pistes, les théories et les découvertes mises au jour par la Reine Noire sont parfois contradictoires, mais toujours fascinantes. Le Conseil compte donc soi-disant 13 membres, mais on ignore qui a occupé quelle place, à quelle époque et pour combien de temps. On dit qu'ils utilisent souvent des doublures pour brouiller les pistes. Leur classe A est censée les tenir à distance de toute anomalie, mais comme quelques membres sont plusieurs fois centenaires, on suppose que certains d'entre eux ont eu accès à l'objet SCP-06,
qu'on surnomme Fontaine de Jouvence. Je n'aurai pas le temps de tous les citer, mais certains profils sont notables, voire inquiétants. Voici les 64 membres que la Reine Noire dit avoir identifiés. La plupart des O5 ont des surnoms. J'ai mis leurs photos quand j'ai pu, ou bien sinon des portraits peints de leur vivant. Ne vous fiez pas à l'âge de leur physique, ils usent pour la plupart de moyens pour accroître leur longévité. 3 d'entre eux sont déclarés officiellement morts, l'un a été banni et un dernier a pris sa retraite. Les membres Malchance, Adam, le pilote et le père du mensonge n'ont pas d'apparence fixe ou n'ont jamais été aperçus. Je n'ai donc pas pu éditer de profil. Parmi les personnes restantes, on trouve des figures classiques, voire traditionnelles du pouvoir, des politiques comme le sénateur ou l'ambassadeur, des médecins ou des militaires, et même un trésorier. Il y a des gens de pouvoir plus troubles, comme ce cardinal, affilié au bureau sacré du Vatican pour les secrets et les prophéties, ou encore cet individu mystérieux capable de passer d'une apparence humaine à celle d'une grande variété de formes monstrueuses. Un sombre individu surnommé la Balise semble avoir consacré sa vie à étudier les différentes méthodes de manipulation de masse, entretenant une certaine fascination pour la religion et les cultes. On raconte même qu'il a été en contact avec L. Ron Hubbard, le sinistre fondateur de l'église de Scientologie. J'ai aussi découvert qu'il y avait constamment un membre du conseil dans l'espace, gardé en orbite et en sécurité, au cas où la vie viendrait subitement à disparaître sur Terre. Mais ce ne sont pas les profils les plus étranges. Un membre, dénommé le Gamin, n'existerait plus que par le biais d'une matrice conversationnelle qu'il aurait lui-même créée, et il aurait aidé à la création d'Internet dans les années 60. Plus incroyable encore, une O5 nommée Eve aurait entre 10 et 15 000 ans, affirmant être la 3e femme d'Adam, mère de l'humanité. Mais le O5 qui m'a mis le plus mal à l'aise est celui qu'on surnomme le Maccabée. C'est le membre fondateur du commandement le plus âgé et il est techniquement décédé. Il a subi une altération qui, malgré son apparence momifiée et un état de mort cérébrale, parvient malgré tout à le maintenir en vie. Le Maccabée n'apparaît jamais en public. Si une apparition est nécessaire, alors il envoie un représentant. On raconte des choses effrayantes à son sujet, et même les membres du conseil O5 semblent avoir peur de lui. Et de fait, la vie du conseil est loin d'être une sinécure, puisque plusieurs courants et visions politiques s'affrontent. Certains, comme le visionnaire, croient en la nature divine de la fondation, quand l'expérimentateur ne jure que par la science. D'autres encore, à l'instar du professeur, militent pour que la fondation bascule dans la normalité. Pire encore que ces dissensions cordiales, certains membres du conseil sont suspectés d'avoir aidé à la création d'un groupe d'intérêt nommé l'Insurrection du Chaos, dont les mystérieux membres ont dérobé des anomalies puissantes depuis l'intérieur de la fondation dans un but que nul ne connaît. Chaque membre possède une biographie détaillée et je n'ai fait qu'effleurer le sommet de l'iceberg. Je vous laisserai découvrir leur histoire. Et vous voulez savoir le plus frustrant ? À la fin de son enquête, la Reine Noire précise qu'il est tout à fait probable que le conseil O5 n'existe pas. J'ai cependant gardé pour la fin mon O5 préféré. Et j'aurais pu totalement passer à côté puisque c'est le moins remarquable. Il s'est même surnommé l'homme ordinaire. La seule chose qu'on sait à son sujet, c'est qu'il ferait souvent l'utilisation de SCP-108. L'anomalie 108 s'est manifestée quand une femme de 51 ans, travaillant comme hôtesse de caisse dans un supermarché du Kentucky, a décidé d'apprendre un tour pour amuser les enfants lors d'un anniversaire. Le tour consistant à s'enfoncer un clou dans la narine. Alors que la femme s'entraîne chez elle, elle lâche le clou par mégarde, qui tombe alors dans une cavité inconnue dans son nez. Une forte odeur de moisi se dégage de sa narine, et après une batterie de tests, on découvre que la femme cachait en fait une cavité nasale extradimensionnelle. Les médecins placent un endoscope pour voir ce que contient la cavité, et découvrent que la narine est un accès vers un bunker nazi de la Seconde Guerre mondiale, et que l'odeur infâme qui se dégage de son nez est celle de soldats morts. La femme a ensuite accepté d'être confinée dans un site de la Fondation. J'aurais beaucoup de questions sur les raisons qui poussent l'homme ordinaire à se rendre secrètement dans un vieux bunker nazi caché au fin fond d'une narine. Si vous trouvez ce rapport SCP étrange et absurde, alors vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si la nature des personnes qui dirigent la Fondation est sujette à caution, les informations que j'ai pu trouver sur les sites qu'ils utilisent sont-elles bien réelles ? La Fondation possède plusieurs sites de par le monde dont le but premier est de servir à confiner des anomalies, à les tenir à distance de l'humanité, tout en conduisant des recherches sur celles-ci, dans des espaces sécurisés. Comme nous le verrons plus tard, les anomalies peuvent être classées par genre, et elles seront confinées dans des sites adaptés à leurs caractéristiques.
Voici quelques sites notables parmi ceux que je suis parvenu à identifier. Je n'ose même pas imaginer combien il en existe réellement. Le site 1 sert à archiver toutes les données de la Fondation, mais aussi de point de rencontre pour les membres du Conseil O5. Le site 6.3 contient les entités humaines et humanoïdes à bas risque, comme SCP-706 ou SCP-1702. Après les États-Unis et l'Allemagne, le site a été relocalisé en France, plus précisément en Lorraine. Le site 11 est une structure autosuffisante située dans le Midwest, qui dispose de maisons et de commerces, mais surtout d'un gigantesque complexe souterrain, qui sert notamment de cache pour les membres du personnel nécessitant sécurité et protection. Certaines anomalies y sont stockées, comme SCP-986. Le site 15, quant à lui, s'est spécialisé dans l'étude et le confinement d'anomalies électriques, électroniques ou informatiques. Le lieu est isolé électromagnétiquement afin d'empêcher toute perturbation venue du monde extérieur. J'ai pu y retrouver la trace de SCP-79, mais aussi de SCP-719 et de SCP-896. Le site 17 est spécialisé dans la médecine et la psychiatrie appliquée aux humanoïdes à bas risque. Les objets confinés sur place incluent SCP-73, SCP-105 ou encore SCP-343. C'est l'une des plus importantes installations de la Fondation. Et ce site n'est rien en comparaison au site 19, qui est la plus grande installation en service, celle qui contient le plus grand nombre d'anomalies. SCP-131, le célèbre SCP-173, SCP-387 et le 931. Le site 23 est dédié aux objets et entités décrits comme métamorphiques ou transfigurants. Le site 28 est dédié au confinement d'œuvres d'art et d'artefacts montrant des anomalies. Plus intriguant encore, le site 45 est une installation de recherche armée clandestine située au large des côtes de l'Australie occidentale, sous l'océan Indien. Dans cette installation, la recherche et le confinement temporaire d'objets anormaux sont effectués sous garde et loin des populations civiles. SCP-321, l'enfant mort-né ramené à la vie, SCP-127, l'arme vivante, ou encore SCP-466. Le site 103 dispose quant à lui de vastes installations pour le confinement et la recherche sur des anomalies d'origine végétale, SCP-757, 822 et 1001. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. D'ailleurs, si les sites sont généralement qualifiés de lieux de couverture, c'est-à-dire que le public passe tous les jours devant mais ne sait pas ce qu'il renferme, il en va différemment pour ce que la Fondation appelle des zones, qui, elles, sont perdues dans des endroits déserts, éloignés de toute civilisation. Par exemple, la zone 2 est une installation dont l'objectif est de confiner les anomalies extrêmement dangereuses et hostiles. Le lieu est même truffé d'ogives nucléaires en cas de brèche dans le confinement. On y trouve des créatures aussi terrifiantes que SCP-122 ou même SCP-743. Je vous épargne la zone 12 où l'on charcute des anomalies biologiques pour en étudier les dangers, la zone 14 où l'on garde des entités de grande taille, mais celle qui m'a le plus marqué est sans doute la zone lunaire 32, qui cache plusieurs étages enfouis sous la surface de Mare Imbrium. Si la Fondation paraît si complexe, c'est parce que ce à quoi elle fait face l'est tout autant. Vous n'imaginez pas ce que j'ai vu et ce qu'on m'a raconté. Tout ce que vous pouvez imaginer de plus tordu et dangereux, de plus improbable et surréaliste, tout cela est sans doute en train d'attendre dans une cellule au fond d'un site de la Fondation. Ou alors pire, de se cacher près de chez vous. Les anomalies sont de tout type et le classement qui suit n'est pas exhaustif. J'ai distingué 4 grandes familles d'anomalies. Celles liées à des lieux, à des organismes vivants, à des formes humanoïdes, mais aussi et surtout celles liées à des objets. La première famille regroupe les anomalies attachées à une zone topographique ou à un lieu particulier. SCP-28 est une zone de 1 mètre carré dans une mine de cuivre au Michigan. Si quelqu'un y pénètre, il acquiert une connaissance totale et immédiate d'un domaine spécifique. SCP-3008 est un magasin Ikea infini duquel on ne ressort pas et où l'on se voit traqué par des vendeurs qui ont changé de forme. SCP-87 parle d'une cage d'escalier plongée dans les ténèbres qui semble ne pas connaître de fin et où l'on distingue les lamentations d'un enfant. L'un des exemples les plus terrifiants est le rapport SCP-354, surnommé Mare de sang. Cette étendue pourpre remplie d'hémoglobine a été découverte dans le nord du Canada par les rescapés d'un accident d'avion. Si la mare possède un fond, il n'a pas encore été atteint. Là où les choses deviennent encore plus inquiétantes, c'est lorsqu'on découvre les créatures qui en sont sorties. Les agents sur place ont dû neutraliser entre autres une forme de chauve-souris géante, puis une créature mammalienne de la taille d'un ours, plus tard une sphère noire métallisée, capable de léviter. Quelques jours après, une créature humanoïde reptilienne de presque 5 mètres de haut, et à sa suite, une machine humanoïde métallique.
Ces lieux ne sont pas par nature déplaçables et la Fondation doit les confiner sur place, tout en empêchant la population civile de s'en approcher. Ce ne sont pas les seules anomalies topographiques, mais les autres concernent des endroits qui ne sont pas situés dans notre dimension. Certains objets cachent en fait des portails vers des dimensions parallèles, des réalités alternatives, et encore plus souvent ce qu'on appelle des pocket dimensions, ou dimensions de poche. Des endroits relativement petits, mais où il se passe des choses terrifiantes, des cauchemars dont on ne revient que rarement. Les rapports SCP qui présentent ce type d'anomalie comportent souvent des récits d'exploration. On peut y lire les témoignages de classe D qu'on sacrifie pour visiter ces lieux. SCP-2264 est une porte mystérieuse, cachée au fond de la tour Martin à Londres, qui conduit vers un royaume caché dans une autre dimension appelée Alagada. SCP-616 est un avion de ligne dont la porte de secours centre-gauche peut parfois s'ouvrir en vol sous certaines conditions et ouvrir vers une dimension atroce qui libère des anges exterminateurs. D'autres dimensions sont encore plus absurdes, comme celle ouverte par SCP-1689. C'est un sac de pommes de terre sans fond, avec les mêmes propriétés qu'une corne d'abondance. Après exploration, il semble que le sac fasse au moins 10 000 m3 à l'intérieur. Il a été découvert après qu'un peuple de Sibérie ait réussi à survivre 40 ans sans la moindre terre cultivable. Les récits de dimensions de poche sont bien souvent terrifiants, tant les mondes qu'ils présentent sont déroutants. On pense à SCP-1562, ce toboggan pour enfants qui, utilisé d'une certaine façon, vous emmène dans une sorte de boyau cauchemardesque, où nous attend une entité piégée ici pour l'éternité. Je me rappelle SCP-3560, un portail dans un parc naturel de Portland qui mène vers une portion de forêt où sont abandonnés des androïdes dans un état de délabrement avancé. Parfois, la découverte de ces cachettes dimensionnelles se fait par des moyens détournés et presque poétiques. SCP-289 en est un parfait exemple. Il nous expose le cas de cette jeune fille qui, après avoir trouvé une bouteille vide sur la plage, décide d'écrire un message et de l'y placer avant de renvoyer la bouteille à la mer. En repassant une semaine plus tard, elle trouve une réponse sur le rivage. Tapé à la machine par un individu disant s'appeler Gedril, le message décrit un monde aux caractéristiques qui ne semblent pas celles de notre réalité physique. Savoir que juste derrière notre réalité se cachent des passages vers des poches dimensionnelles est une idée qui n'a pas attendu la Fondation pour être terrifiante. Plus dangereuse encore, on trouve ensuite la famille des organismes vivants. Parfois, ces anomalies sont de l'ordre du virus, bien qu'ils puissent prendre des formes organiques et intelligentes. C'est le cas de SCP-466, surnommé veine mobile, un pathogène qui infecte un hôte humain et lui crée de nouvelles veines énormes qui se transforment en tentacules gorgés de sang. Beaucoup de rapports portent sur des anomalies relatives aux animaux. SCP-529 traite le cas d'un chat dont la moitié du corps est manquante, mais qui pourtant se déplace comme s'il était toujours là. SCP-1405 rapporte cet autre cas d'une reproduction grandeur nature d'un paresseux géant qui à la nuit tombée s'anime et reprend sa pose initiale avant que les humains reviennent. L'objet 795 est un chat au pouvoir télépathique, capable de prendre la forme de toute créature vivante dans un rayon de 30 mètres. D'autres rapports se basent parfois sur des propriétés et des mystères attachés à certains animaux. C'est le cas pour l'énigmatique chant des baleines, qui apparaît dans 2 rapports de façon très différente. Le premier est le SCP-514 de la branche japonaise, qui rapporte l'existence d'une baleine dont le chant plonge dans le coma quiconque l'écoute. Le second est SCP-2146. Il s'agit du cadavre gelé d'une baleine placée on ne sait comment en orbite autour de la Terre, et qui émet, selon des procédés qu'on ignore, des transmissions radiophoniques étranges. La Fondation cache de bien plus étranges chimères, des créatures qui semblent issues du croisement de plusieurs espèces actuelles ou prétendument éteintes. La plus célèbre d'entre elles, et l'une des plus dangereuses, est SCP-682, décrite comme une créature reptilienne d'origine inconnue, qui consomme l'énergie de tout ce qu'elle intègre et fait montre d'une puissance redoutable. C'est sans doute la créature qui connaît le plus de représentation au sein de la communauté. Les créatures de la Fondation sont souvent génétiquement dérangées. J'ai été particulièrement frappé par SCP-597, un amas de chair de 6 mètres sur 10, recouvert de centaines de tétons de toutes les sortes existantes. Tout individu qui rentre dans le périmètre de la créature va se trouver irrésistiblement attiré par l'appendice mammaire qui lui correspond et va le téter jusqu'à ce que mort s'ensuive. La Fondation regorge d'abominations similaires, autant de créatures que David Cronenberg n'aurait même pas osé rêver. Pourtant, pas besoin d'être un monstre pour prétendre au statut d'anomalie. Plusieurs dizaines d'humains d'apparence normale ont rejoint les cellules de la Fondation, tant leurs pouvoirs se sont avérés inquiétants. Je pense à SCP-353, cette jeune femme qui absorbe malgré elle les infections virales et les agents bactériologiques
et qui les expulse une fois qu'ils se sont développés en elles, causant ainsi des pandémies mortelles. J'ai aussi fini par nourrir une certaine obsession envers celui qu'on surnomme l'homme de nulle part. On ignore tout des origines de SCP-1440 et il est impossible à confiner dans la mesure où toute personne qui tente de passer quelques heures auprès de lui risque la mort. L'homme de nulle part semble suivre un itinéraire très complexe, suivant une route invisible que lui seul connaît. Sans hostilité particulière envers l'homme, il a cependant refusé de révéler le but de son voyage ou la nature de sa destination. Enfin, on peut trouver un tas de rapports relatifs à des entités de forme humanoïde, mais dont il est compliqué de déterminer la nature exacte, à l'instar de SCP-179, une créature de forme humaine et de sexe féminin située dans l'orbite du Soleil et qui regarde constamment vers la Terre. On estime que la taille de ses cheveux approche les 34 km de long. Parmi les créatures vivantes, il n'y a pas que SCP-682 à faire partie des têtes d'affiche. Les agents connaissent par cœur les rapports de SCP-106, qui détaillent les apparitions d'un vieil homme en décomposition avancée qui émerge d'une dimension de poche pour vous emmener avec lui. Mais aussi les affreuses cicatrices mortelles à la volonté propre de SCP-610, qu'on surnomme la chair haineuse. SCP-3199, SCP-4666, LCP-2521. Vous n'avez pas idée du nombre d'horreurs à être tristement célèbres au sein de la Fondation. Une autre famille d'anomalies que j'ai choisi d'appeler génériquement formes androïdes compte dans ses rangs des créatures qui tentent d'imiter l'humain, mais sans être constituées pour autant de matière organique ou d'une conscience propre, du moins en apparence. La Fondation a sans surprise mis la main sur un grand nombre de robots. SCP-1370 est un robot fabriqué à partir de pièces détachées, qui souhaite ardemment détruire l'humanité, mais qui est incapable de causer le moindre dommage. Il est moins sécure d'avoir affaire à SCP-1063, un automate en bois qui semble doté de conscience et qui arpente la forêt allemande en se surnommant lui-même le Seigneur de la Forêt Noire. Destiné à protéger la forêt dans un premier temps, il fut ensuite utilisé par les nazis pour repousser les soldats alliés qui empruntaient la forêt. Mais les formes androïdes les plus inattendues et les plus récurrentes sont sans doute les statues. De nombreux rapports font état de sculptures inertes qui s'animent dans certains cas précis. C'est le cas de SCP-11, une statue de la guerre de sécession qui s'anime hors de la vue des passants pour tirer sur les pigeons qui la couvrent d'excréments. On pourrait aussi citer SCP-1011, une statue dont la simple vision pousse les ouvriers d'usine qui passent devant chaque matin à se mutiler pour se transformer eux-mêmes en outils de production. Les statues que garde la Fondation sont du carburant à cauchemar. Mais la catégorie d'anomalie la plus fournie est bien entendu celle des objets. Certains viennent de notre passé, et la Fondation possède une belle collection d'artefacts étranges aux effets dévastateurs. Mais les objets les plus répandus sont ceux fabriqués par l'homme dans des temps plutôt récents. Je ne peux pas faire l'impasse sur SCP-294, une machine à café dotée d'un clavier qui vous servira à un gobelet de la matière que vous aurez demandé. Vin, mercure, or et diamants, la machine s'exécute. Mais quand sur le conseil d'un ami chercheur, l'agent Gloria demanda une tasse de Gloria, elle se mit à transpirer abondamment et à se sentir mal. La machine versa alors dans le gobelet un mélange infâme de sang, de morceaux de chair et de fluides corporels nauséabonds. Certains objets SCP font froid dans le dos. SCP-205 est un lot de 2 projecteurs photo qui, une fois allumés, font apparaître une entité dont on ne voit que l'ombre. Il n'est pas rare non plus de croiser des objets qui sont faits d'un mélange entre matière organique et matière inerte manufacturée. SCP-86 est en ce sens mémorable, puisqu'il s'agit d'un corps humain qui se dissimule et se répartit sous la forme d'objets placés dans un bureau. Le combiné du téléphone lui sert à parler et à entendre. Il se nourrit grâce au taille-crayon et au broyeur papier, et ainsi de suite. La nature des objets anormaux peut prendre toutes les apparences, et nous ne sommes en sécurité potentiellement nulle part. Même nos enfants ne sont pas à l'abri. Un grand nombre de jeux ou de jouets ont montré leur dangerosité, avant d'être récupérés par la Fondation. SCP-551 est un puzzle impossible à finir, qui fait perdre leur capacité de cognition à celles et ceux sur le point de le terminer. SCP-66 est un amas informe de tissus et de fils ayant fait partie d'un doudou. Doué de conscience et sensible à la douleur, il cherche depuis désespérément le petit Eric. Je vous passe le cas des origamis en forme de dragon, capables de cracher du feu véritable, ou le jouet camion Ben pesant 90 tonnes retrouvé sur un chantier. Mais les jouets les plus remarquables sont sans aucun doute ceux issus du cerveau étrange d'un mystérieux fabricant de jouets, le fameux Dr. Wondertainment. On pense à ces bonbons qui, si on en prend 4 ou plus, vous feront bouillir le sang jusqu'à la mort,
ou bien encore à son kit de greffe du petit chirurgien composé de vrais morceaux de corps humain. Le docteur propose même des animaux de compagnie customisés. La dernière catégorie d'objets qui m'a le plus marqué est peut-être celle des livres. C'est un support propice aux anomalies, une entrée naturelle vers d'autres réalités. Certains livres renferment des savoirs cachés, comme l'inquiétant SCP-140, un livre qui s'écrit lorsque l'on verse du sang humain dessus, et qui raconte les chroniques d'une étrange civilisation disparue. SCP-17 de la branche française décrit quant à lui un ouvrage dont l'encre contient une sorte de psychotrope qui transporte le lecteur dans une autre dimension durant les effets de la drogue. Parfois, ce n'est pas le livre qui est directement anormal, mais un objet extérieur qui le rend ainsi. Par exemple, j'ai retrouvé l'existence d'une paire de presse-livres en forme de dragon qui change l'apparence de la pièce dans laquelle vous vous trouvez en fonction du livre qu'on y range. Les livres les plus effrayants détenus par la Fondation sont sans doute ceux qui déversent leurs maléfices sur le monde. On ne rentre plus dans le livre, c'est lui qui s'invite dans notre réalité. C'est ce que fait SCP-1025, un ouvrage titré « Le livre des infections », qui fait attraper au lecteur la maladie dont il est en train de lire la description. C'est aussi le cas pour SCP-1024, un livre de jeu Donjons et Dragons dont les sorts se produisent réellement. D'autres livres enfin sont plus durs à caractériser. SCP-137 de la branche française évoque le livre « Vivre sans religion, est-ce possible ?» Le livre a la propriété d'aspirer dans une dimension dystopique tous les lecteurs croyants, en leur montrant un monde où il n'y a plus que leur propre religion qui existe. Après une transe hallucinatoire allant d'1 minute à 8 heures, les sujets sont tous devenus athées sans exception. J'aurais aimé vous dire que nous avons fait le tour des catégories d'objets, mais je vous avais caché la plus grande famille, celle des inclassables. Il existe des milliers de rapports, cachés dans les armoires de la Fondation, qui échappent totalement au moindre classement, tant ils sont originaux et absurdes, si solitairement uniques. Par exemple, SCP-38 est un arbre qui fait pousser à la place de ses fruits n'importe quel objet qui touche son écorce. Comment ranger ensemble les anomalies galactiques comme SCP-2117, une station spatiale extraterrestre abandonnée en orbite autour de Titan, et SCP-3003, une planète jumelle de la Terre dont les 9 milliards d'habitants sont infectés par une sorte de scarabée parasite. Il y a aussi des anomalies qui ont plus trait à des comportements, comme SCP-3240, un phénomène qui fait se rassembler tous les êtres vivants dans un périmètre de 5 km et qui les pousse à s'auto-cannibaliser à midi précise, dévorant 10 à 15% de leur masse corporelle sans ressentir la moindre douleur. Les différents SCP qui tournent autour des rêves et des cauchemars sont eux aussi très complexes à classifier, tant ils mélangent plusieurs phénomènes et plusieurs plans de réalité. Idem pour tout ce qui touche aux diffusions visuelles ou sonores. Je pense à SCP-43, le cas d'une entité piégée dans un pressage d'un disque des Beatles, ou encore à SCP-2030, un show TV anormal qui s'immisce sur les grilles de programmes en essayant de se faire passer pour d'autres émissions afin de pouvoir diffuser sa propre version pirate. Les configurations et les cas sont trop nombreux pour être tous réunis dans des cases identifiables. Et pourtant, certaines de ces anomalies sont terriblement marquantes. À chaque fois que je repense à SCP-1733, je peine à trouver le sommeil. L'objet est une VHS sur laquelle fut enregistré un match de NBA. Problème, à chaque fois que quelqu'un lit la cassette, le cours du match est légèrement différent. Après étude des chercheurs, il s'est avéré que les gens présents lors du match sont piégés dans une faille dimensionnelle qui les pousse à revivre ce moment à chaque fois que quelqu'un regarde l'enregistrement. Au bout d'un certain nombre de diffusions, les gens du public sont devenus fous et ont sacrifié des joueurs pour essayer d'apaiser l'entité qui les forçait à vivre ce supplice. Le nombre et la diversité des anomalies qui se cachent derrière le voile de notre réalité confortable sont vertigineux. On trouve même des objets aussi inattendus que des moyens de transport. Entre SCP-52, un métro qui vous offre un aller simple pour le néant, et SCP-2727, un train qui vous conduit dans des stations cauchemardesques qui n'apparaissent pas sur les cartes, les moyens de transport semblent finalement bien plus dangereux qu'on ne le croit. J'ai eu quelques sueurs froides également en parcourant les rapports d'exploration de SCP-455, une épave de cargo rouillée qui cache une sorte de labyrinthe démoniaque en son sein. J'ai même réprimé quelques larmes à la lecture de SCP-1958. L'objet en question est un minivan des années 50 qu'on a retrouvé dans l'espace, proche de l'orbite de Mars. À l'intérieur, la Fondation dit avoir retrouvé le squelette d'un homme et celui d'un chat. Lors de sa découverte, le minibus avait subi des modifications techniques, mais semblait en bon état. La mort des occupants était tout simplement due à la faim. Sur les côtés du véhicule, on pouvait lire, inscrites à la main, les mentions Star Mobile et Alpha Centauri ou rien. 10 ans avant le premier homme sur la Lune, un quidam est parvenu à quitter notre Terre.
Les relevés indiquent que le minibus suit encore actuellement la bonne trajectoire et atteindra Alpha Centauri dans 37,2 millions d'années. Enfin, l'ultime forme d'anomalie contre laquelle je dois vous mettre en garde est celle relative à l'antimémétique. Pour faire court, ces anomalies ont la capacité d'empêcher que le transfert d'informations entre l'objet et nous se passe comme prévu. J'ai moi-même encore du mal à cerner l'entièreté du concept, mais disons qu'un objet antimémétique aura la capacité de vous faire oublier qu'il existe, ou bien remplacera vos souvenirs par d'autres. Par exemple, le rapport SCP-55 nous détaille par le menu à quel point on ne sait absolument rien à son sujet. SCP-3908 est une entité antimémétique que son propre corps empêche de dire autre chose que la phrase « Je suis SCP-3908 ». Il existe toute une partie antimémétique à la Fondation, et c'est autant une menace qu'un moyen de bien cacher des secrets. Je pense que désormais vous cernez l'ampleur des menaces que doit gérer la Fonda, comme ils disent. L'anormal peut prendre toutes les formes, et on ne le remarque souvent que lorsqu'il a déjà commencé à faire des dégâts. Dans le premier rapport, SCP-173, on pouvait trouver l'étrange mention « classe Euclide ». Pas sûr que l'auteur originel sache lui-même ce que voulait dire ce terme, mais il avait tout de même imaginé que les anomalies avaient une classe, et qu'un terme comme Euclide était suffisamment énigmatique pour enflammer l'imagination. En effet, le terme rappelle vaguement les architectures non euclidiennes de Lovecraft. Mais la classe d'un objet n'indique pas son degré de dangerosité, mais plutôt sa complexité à être confinée. La classe d'un objet peut varier au fil du temps en fonction de ce qu'on découvre à son sujet. Les classes les plus connues et les plus usitées sont les classes Sur, Euclide, Keter et Thaumiel. On dit qu'un objet est safe ou sûr, celui qui peut être confiné de façon durable, sans aucun risque à long terme, tant qu'on ne le perturbe pas. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un objet sûr peut s'avérer dangereux. On a par exemple classé comme sûr SCP-25, une armoire en bois remplie de vêtements qui tuent les gens qui les portent, ou encore SCP-1389, une icône de Marie-Madeleine qui, une fois passée au rayon X, montre des vaisseaux sanguins et une activité cérébrale cachée sous les pigments du tableau. Les objets classés Euclide, comme 173, ne sont pas encore véritablement sous contrôle et il faut des règles de confinement précises et strictes pour en maîtriser les effets. Car un objet Euclide peut s'échapper, à moins que l'on ne respecte scrupuleusement les règles de confinement qu'on a établies. C'est le cas de SCP-1360, l'androïde qui voulait s'échapper pour rejoindre son créateur, ou encore de SCP-267, une colonie intelligente de rats taupes nus, amateurs de chair humaine. Les objets de classe Keter retirent quant à eux des procédures de confinement ultra complexes, voire impossibles en l'état actuel. Ces objets demandent beaucoup d'attention et de moyens de la part de la Fondation. Il peut s'agir de lieux complexes comme SCP-354, la fameuse mare de sang, ou bien encore SCP-2399, une structure mécanique extraterrestre localisée dans l'atmosphère basse de Jupiter. Si un objet présente une menace trop grande et que son confinement s'avère impossible, la Fondation peut parfois choisir de les neutraliser ou de les détruire. Enfin, la classe Thaumiel est attribuée à des objets rares et secrets qui sont utilisés par la Fondation pour le confinement d'autres anomalies, car leurs effets peuvent en contenir d'autres. On en sait très peu sur cette classe dont la connaissance semble réservée aux plus hautes instances du commandement. J'ai quand même pu en identifier quelques-uns, comme SCP-2003, un équipement capable de créer des voyages temporels, et aussi SCP-4954, un essaim de satellites autoréplicants. Certes moins fréquentes, il existe pourtant d'autres classes spécifiques. On classe comme neutralisé un objet qui a perdu son effet, ou ésotérique celui pour lequel il faut inventer un confinement inédit. Enfin, comme le montre ce diagramme, chaque anomalie passe par un filtre de questions, qui en fonction des réponses, va se voir attribuer une classe qui lui convient. Un objet est classé Kuzum quand son confinement est abandonné, Azathoth quand il est extrêmement dangereux ou destructeur, ou même encore Tiamat si l'objet menace directement l'humanité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si jamais certaines anomalies profitaient d'une brèche de confinement pour s'enfuir, nous pourrions faire face à pléthore de scénarios catastrophes, qui ont tous été classifiés par la Fondation, tout du moins dans une liste non officielle que j'ai pu me procurer. Je ne peux pas tous les citer, mais en voici quelques-uns. Le plus plausible est le scénario AK, le premier de la liste, et il décrit le cas de figure où une anomalie rentrerait en contact avec la population. Mais il y a des scénarios plus étranges, comme le SK, qui évoque tout incident autour duquel l'humanité perdrait, je cite, son statut d'espèce dominante sur Terre au profit d'une nouvelle espèce supérieure, pouvant résulter en son asservissement ou son extinction. Parmi tous les cas de figure imaginés, il n'y a que le scénario WK qui est sûr d'arriver.
celui où la Terre sera détruite par une raison naturelle, comme par exemple la supernova du Soleil. Mais le plus flou et le plus inquiétant de tous ces protocoles de danger mortel est sans doute le dernier, le scénario ZK, qui évoque dans des termes mystérieux la fin de la réalité. J'ai longtemps eu du mal à y croire, mais une grande partie du site de la Fondation est en libre accès, simplement posé là, au milieu des milliards de data du web. C'est la branche française que j'ai découvert en premier, en tapant simplement Fondation SCP dans ma barre de recherche. Au premier abord, le site ressemble volontairement à un forum assez classique, froid et peu invitant. C'est une plateforme de recherche scientifique et expérimentale, et il n'est nul besoin d'artifice. Pour accéder à la liste des anomalies et aux rapports correspondants, il faut cliquer sur les chiffres romains en haut à gauche du site. Et c'est en faisant cela que j'ai eu mon premier vertige. Chaque chiffre romain représente à lui seul une tranche de 1000 anomalies. Les chiffres de 1 à 6 sont relatifs aux rapports rédigés par la branche américaine. Et c'est de loin la branche qui a créé le plus de rapports. Par contre, si je clique sur SCP France, alors j'aurai les rapports exclusifs créés par la branche française. Après quelques recherches, j'ai presque pris peur en découvrant l'ampleur tentaculaire de la Fondation. On trouve des rapports en provenance de 13 pays différents. Les branches japonaises et chinoises sont les plus actives après la branche américaine. Mais les autres pays ne sont pas en reste. Ça m'a pris du temps, mais j'avais besoin de savoir combien on pouvait compter d'anomalies recensées par la Fondation. Il existe, au moment où j'écris ces lignes, 11 736 anomalies consignées dans les rapports originaux, tous pays membres confondus. Chacune des branches traduit la branche américaine autant qu'elle peut et présente en parallèle ses propres rapports. En plus des rapports SCP, il existe un autre format qu'on appelle comptes, qui sont assez similaires aux rapports SCP dans leur principe, mais qui sont libérés de tout carcan de forme ou de style. Ils contiennent à eux seuls un océan que je n'ai pas eu le temps d'explorer. En plus de ça, la Fondation a mis en place ce qu'on appelle des centres, des pages dédiées qui compilent plusieurs rapports ayant des thématiques ou des acteurs en commun. Par exemple, si vous souhaitez en savoir plus sur les jouets inquiétants produits par le Dr Wondertainment, vous pourrez vous rendre sur le centre qui s'y consacre. Car certains SCP répartis sur les listes ont en fait des points communs et sont liés de façon mystérieuse, créant ainsi une intertextualité complexe et vertigineuse. En réunissant ces informations dans un même lieu, il est plus facile de mener l'enquête et de voir apparaître la vérité. La somme globale des informations contenues sur le site est à couper le souffle, et tenter de synthétiser une telle matière est impossible. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû faire face à un sujet dont on ne peut pas humainement faire le tour. J'ai eu plusieurs fois la sensation d'explorer la bibliothèque de Babel, que Borges a décrite. Pour prétendre explorer toute la Fondation, il faudrait constituer toute une équipe pendant plusieurs années avec des machines puissantes. Mais je suis seul, et je n'ai pas ce temps. Certains agents ont bien tenté des expérimentations cartographiques, en géolocalisant les anomalies de par le monde. Mais la tâche est bien trop colossale, et les cartes sont malheureusement loin d'être complètes. Le corpus de la Fondation est comparable à une évangile, mais dont toutes les versions, même les apocryphes, seraient incluses dans le canon. Cela ne veut pas dire que rien n'est interdit ou qu'on peut faire n'importe quoi dans un rapport, mais que chacun est libre de ce qu'il choisit de croire. La Fondation est percluse de secrets, de textes manquants et d'agents antimémétiques. Bien malin celui qui prétendra détenir la vérité véritable. Ainsi, si tous les auteurs se laissent une marge de liberté, il y a tout de même des fondamentaux dans la Bible de l'univers SCP, dans sa mythologie. Pour commencer, la Fondation ne se trouve pas sur une autre planète, mais bien sur Terre. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ce qui change, c'est que dans cette version, le surnaturel existe sous toutes ses formes, mais aussi qu'on nous révèle une autre version de l'histoire. C'est donc à la fois très réaliste, car le point de départ est notre réalité, et aussi complètement libre, puisque la Fondation a décidé que dans ce réel, tout pouvait arriver. Si la Fondation existe sur Terre, elle étend son expertise jusque dans l'espace, et plus incroyable encore, dans certaines dimensions parallèles. Certains SCP font état de voyages temporels, donc les auteurs peuvent même écrire des rapports joints avec la ligne du temps. En résumé, la Fondation s'ancre dans le réel pour mieux s'offrir toutes les possibilités de le pervertir. Il n'y a donc virtuellement aucune limite à ce que peut raconter l'auteur d'un rapport. Mais ce qui fait de la Fondation un univers, c'est tout ce qui se trame autour d'elle, les luttes entre les forces en présence. C'est ce qui va donner du corps et du relief à l'organisation. On l'a vu, la Fondation est née de la fusion de plusieurs groupes pour apaiser les conflits. Mais cela est loin d'avoir effacé toute concurrence. Si toutes les anomalies qu'on a vues sont certes dangereuses, elles peuvent aussi servir d'armes ou devenir des sources de pouvoir immenses. Il est donc finalement assez cohérent
que ces objets attirent la convoitise. Et si la Fondation n'avait pas d'ennemis, ce serait quelque part trop simple. J'ai réussi à en lister une partie et j'en suis presque arrivé à abandonner mes recherches tant j'étais en proie à un vertige grandissant. Car j'ignorais tout de la sinistre guerre qui se joue dans les coulisses du monde. Nous l'évoquions plus tôt, mais ces concurrents sont donc ce qu'on appelle des groupes d'intérêt. Parmi eux, et contre toute attente, on trouve deux universités étranges qui gravitent autour de la Fondation. La première est le Deer College. Situé au cœur de la ville de Trois Portlands, une cité-État extradimensionnelle anglo-saxonne, c'est ici que sont formés nombre des élites qui auront plus tard affaire à la Fondation. Chaque membre, une fois diplômé, est automatiquement surveillé dès sa sortie de l'école par l'organisation. La seconde est l'improbable université d'Alexiva, dont on ne sait qu'une chose. Elle se trouve dans un plan alternatif de la réalité, où la culture gréco-latine aurait conservé son hégémonie. La Fondation se voit aussi forcée de cohabiter avec plusieurs organisations non gouvernementales, comme par exemple l'Organisation mondiale occulte, une ONG qui promeut comme seule solution la destruction pure et simple de toutes les anomalies, sans exception. On trouve aussi la Fondation caritative de la Manne, une association interreligieuse qui organise la distribution d'objets anormaux dans les pays défavorisés dans une visée caritative. Et enfin, les Solutions Phoniques Wilson, un service paranormal de gestion de la faune. Ces trois organisations sont les pendants occultes de l'ONU, de la Croix-Rouge et de la WWF. Rien de tel que ces réseaux à couverture mondiale pour pouvoir étendre son champ d'action et faciliter l'accès aux anomalies. En toute logique, les grandes puissances ne se sont pas résolues à laisser toute latence à la Fondation, et lors de mes recherches, je suis tombé sur 4 organisations proto-étatiques marchant sur les plates-bandes de la Fondation. L'Institut japonais impérial d'études des problèmes anormaux, le GRU Division P de la branche russe, le Bureau pour la réclamation des artefacts islamiques, et enfin, l'unité des incidents inhabituels du FBI. Sans surprise, plusieurs entreprises industrielles ou techno-philanthropiques convoitent elles aussi les précieuses anomalies. La plus ancienne est surnommée la Fabrique, et ce groupe extrêmement secret semble avoir pour objectif de fabriquer des objets anormaux à une cadence industrielle. C'est dans un genre plus moderne et sophistiqué que les laboratoires Prometheus sont plus tard entrés dans la danse. Leur but est plutôt de breveter des technologies anormales aux effets stratégiques pour les revendre aux plus offrants. Enfin, en matière de robotique déviante et d'intelligence artificielle, c'est Anderson Robotics qui prend la première place du podium. Si vous croisez un androïde étrange lors de la lecture d'un rapport, il y a de fortes chances pour qu'il porte le logo de cette entreprise. D'autres organisations sont plus dures à situer et évoluent hors des circuits classiques. Par exemple, l'Initiative des Trois Lunes est une organisation militaire humaine extradimensionnelle basée à Corbenic, un plan d'existence post-mortem. Leur but est d'opérer sur les plans parallèles pour protéger l'humanité. Mais leur mauvaise gestion les a presque rendus plus dangereux qu'autre chose. De l'autre côté du spectre, on trouve des groupements plus modestes, comme Parawatch, un énorme forum de théoriciens du complot, consacré à l'étude des anomalies, et qui fait tout pour informer la population. Malgré quelques pistes, ils n'ont pas connaissance de la nature réelle des anomalies, et n'ont pas encore réussi à trouver la trace de la Fondation. Enfin, la plus étrange des trois est sans doute le groupe nommé Shark Punching Center, dont le sigle est SPC. C'est une sorte de version alternative dysfonctionnelle de la Fondation qui existe dans plusieurs univers parallèles, et qui semble combattre des animaux marins. Malgré les complications que ces groupes peuvent poser, ils ne représentent pas de menace directe pour la Fondation, sinon que de mettre la main sur une anomalie avant elle. Mais certaines organisations sont plus franchement criminelles. Des organisations extrêmement occultes, comme la Main du Serpent ou encore l'Insurrection du Chaos, n'hésiteront pas à utiliser la force pour s'emparer d'objets anormaux. Les objectifs qu'elles poursuivent sont totalement opaques, ce qui les rend d'autant plus dangereuses. Le plus vieux groupe criminel de la bande est sans nul doute celui des gangsters mafieux de l'Esprit de Chicago, dont le but affiché était d'exploiter des individus et des objets anormaux à des fins purement criminelles. Avec le temps, le visage et les méthodes de la criminalité ont changé, pour laisser la place à des cabinets comme Marshall, Carter & Dark, qui organisent des ventes aux enchères secrètes d'objets anormaux et ne reculent devant aucune pression légale ou semi-légale pour arriver à ses fins. Si ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant ne vous a pas effrayé, c'est sans doute le moment idéal pour commencer. Les organisations les plus inquiétantes sont sans hésitation celles qui épousent un but religieux dont elles sont prêtes à s'en remettre à l'irrationnel ou à des croyances aveugles. Les deux forces religieuses principales, les plus influentes et les plus antagonistes, sont d'un côté l'Église du Dieu brisé, aux adeptes convaincus que Dieu était une sorte de machine dont les parties ont été disséminées de par le monde, et de l'autre, les cultes sarkiques,
adeptes de magie, de miracles, de cannibalisme et de sacrifices humains, et de tout ce qui tourne autour du culte malsain de la chair. Ces deux églises sont combattues par les membres d'une troisième, l'initiative Horizon, un groupe rassemblant les sectes les plus influentes issues des 3 religions abrahamiques. Hors de ces querelles de chapelle et avec les moyens faramineux de sa richissime clientèle, la 5e église est quant à elle un ersatz de l'église de Scientologie, et le groupe fait ses affaires de son côté. Mais j'avoue que parmi toutes ces entités, c'est l'église du second Itote qui m'a le plus surpris, car j'étais loin de me douter qu'il existait des cultes religieux transgalactiques, et que certains adeptes vivaient parmi nous. Tous ces groupes tissent une toile conflictuelle anxiogène, basée sur le contrôle des anomalies. Malgré tout, on trouve certains groupements qui semblent déroger à cette soif effrénée de pouvoir. Par exemple, les performeurs et activistes du collectif artistique Are We Cool Yet sont de ceux-là. Ils utilisent des objets anormaux dans le cadre de performances artistiques ou d'installations qui flirtent parfois avec les limites de la morale ou de la légalité. Les membres de cette mouvance se disent anartistes, un mot valise qui marie anormal et artiste. Je passe sur les individus anormaux qui sont montrés par Herman Fuller et son cirque de l'inquiétant, mais aussi sur les restaurants Ambrose et leur étrange manie qui consiste à cuisiner les anomalies qui peuvent l'être. Certains de ces groupes semblent avoir disparu ou être en sommeil, comme Arcadia, une petite entreprise de création de jeux vidéo des années 80 dont les développeurs étaient férus de drogue et de sciences occultes. Quant au collectif Oneiroy, la seule information que j'ai pu extraire des entrailles de la fondation est qu'il pourrait être, je cite, un rêve conscient de lui-même qui œuvre à la distribution de rêves impermanents dans la réalité permanente. Il est une dernière entité dont j'hésite à évoquer l'existence, tant j'ai l'impression d'être surveillé depuis que j'ai croisé sa route. Un individu si mystérieux qu'on le surnomme personne. Son visage est inconnu. Il porte un complet gris et un borsalino, et on dit l'avoir aperçu maintes fois dans l'ombre de la fondation. Rassembler des informations sur ces groupes fut une tâche colossale et risquée. Chaque organisation possède en moyenne une dizaine de rapports qui lui sont relatifs, et le secret de ces groupes se dévoile par petites touches, mystérieuses et angoissantes. Rien à leur sujet ne vous sera servi sur un plateau. Pour les auteurs de rapports, ces groupes sont un terrain de jeu infini, des sphères de l'imaginaire sombre si archétypales qu'on peut les injecter dans ses propres histoires et bénéficier de leur aura préexistante. Vous voulez faire un rapport SCP avec de l'art ? Partez sur Are We Cool Yet, une histoire de gang et de trafic d'objets anormaux ? L'esprit de Chicago vous attend. Mais si beaucoup de ces groupes semblent inquiétants à première vue, j'ai fini par me dire que pas grand-chose ne les différenciait d'avec la Fondation. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle œuvre réellement pour le bien commun ? Le premier élément à m'avoir mis le doute est la façon dont sont traitées les classes D. La seconde est un atroce protocole secret de la Fondation appelé la procédure Montauk. Ce que j'ai cru en comprendre est si horrible que je n'ai pas cherché à en savoir plus. Le sujet Montauk fait partie des portes que j'ai ouvertes et que j'ai immédiatement refermées. Enfin, mes doutes se sont aggravés à la lecture de SCP-1082, un livre qui force son lecteur à dire la vérité sans pouvoir se retenir. Un agent de la Fondation, juste après avoir parcouru quelques pages de l'ouvrage, a tenu les propos suivants. Vous devez oublier ce que la Fondation vous a dit à propos du confinement et de la sécurité. Tout ce qu'ils veulent, c'est dominer le monde, du haut d'une tour de mensonges, quel qu'en soit le prix. La moitié de ce que vous savez à propos des artefacts de la Fondation est là pour vous faire peur, afin de les cacher. La vérité, c'est que la Fondation nous a confisqué trop de bons outils. Des outils qui auraient pu aider la race humaine. Et elle les a stockés dans des abris souterrains. La Fondation a pour but à la fois de prévenir et d'anticiper toutes les menaces et de les solutionner si elles se concrétisent. Cela n'est faisable que si vos actions répondent à des procédures et à des protocoles testés et imaginés en amont. Les enjeux sont si grands que l'improvisation et le hasard doivent être minimisés. Tous les champs lexicaux de l'armée, de la science et du secret sont donc mêlés dans une poésie froide et technique. Mais plus fort encore, ces langages hermétiques sont mis au service de la peur. On l'a vu, chaque rapport possède en préambule un paragraphe relatif aux procédures de confinement spéciales. En somme, avant de découvrir la nature même d'un objet, on nous livre d'abord un mode d'emploi au parfum d'avertissement. On nous détaille dans quel site il doit être conservé, quelles doivent être les caractéristiques de la cellule de confinement, mais aussi de quelle façon on doit interagir ou non avec l'anomalie en question. Ces textes sont généralement assez fournis et ils sont parfois si anxiogènes qu'une crainte de l'objet s'immisce en nous avant même que nous n'ayons la moindre idée de ce dont il s'agit. Annoncer les dangers d'une chose avant de la décrire est un procédé horrifique diablement efficace. Cela permet aussi de jouer avec des effets d'annonce. Si la procédure de confinement vous indique qu'il faut nourrir l'objet avec des chèvres vivantes par exemple, votre cerveau va alors imaginer le pire.
Mais cela montre aussi les moyens faramineux de la Fondation et les précautions qu'elle prend. On pense à l'objet SCP-24, qui est un bâtiment tout entier. Pour confiner l'objet, l'organisation a construit tout autour 5 bâtiments identiques, pour qu'ils passent inaperçus. Toutes ces mises en garde extrêmement sérieuses, techniques et bizarres, nous mettent dans un état d'esprit beaucoup plus malléable, plus apte à accepter la nature surnaturelle de l'objet à venir. C'est un procédé qui n'est pas nouveau et qu'on pourrait appeler le syndrome du Gremlins. Si par exemple, je vous prête un livre, mais que je vous fais promettre de ne jamais lire la page 150, et surtout, à ne jamais traduire les notes en allemand, écrites au crayon dans la marge. Si je fais cela, il y a de fortes chances que vous soyez sous pression au moment de commencer le livre, mais aussi extrêmement curieux. La Fondation a élevé cette pratique au rang d'art, quitte à parfois tomber dans ce que les auteurs surnomment le containment porn, c'est-à-dire de faire trop de zèle sur les procédures de confinement au regard de la menace de l'objet. Si jamais un accident se produit et qu'une anomalie s'échappe, on parlera alors de brèche de confinement. Et il y a dans ce cas tout un tas de procédures en fonction des scénarios possibles. De tous ces textes, au style en apparence si rigide, se dégage peu à peu une sorte de poésie de laboratoire, à l'esthétique brumeuse, qui est surtout là pour peindre un décor, pour installer une ambiance. De fait, lire un rapport SCP s'apparente plus au déchiffrement d'un compte-rendu d'expérience ou d'un rapport d'enquête. Mais c'est justement ça qui rend le tout unique et oppressant. Il y a quelque chose de kafkaïen dans cet assemblage de procédures et de protocoles qui ensemble créent une sorte de terreur déshumanisée. Mais pour atteindre ce style, pour que cet édifice tienne, il a fallu batailler avec certains auteurs pour qu'ils empruntent au maximum le langage de la science, afin de donner à leur rapport un maximum de crédibilité, et pour que tout ne parte pas dans tous les sens. Chaque nouvelle recrue peut même trouver sur le site de la Fondation des notions de base et des lexiques de jargon spécifiques pour aider au réalisme des histoires. Ainsi, dans une section dédiée, on trouve des notions de grammaire et de linguistique, des définitions liées aux sciences physiques et à la biologie, mais aussi des rappels en ingénierie et en sciences des matériaux. On trouve même un traité de radioactivité pour capter quelques notions et ne pas faire d'erreur lors de la rédaction d'un rapport. Ce cachet scientifique donne aux histoires les plus farfelues une forme de vérité. Bien sûr, la Fondation a franchi les limites de la pseudo-science, en allant sur les terres de la cryptozoologie, de la télépathie et de toutes les pratiques étranges que vous pourrez imaginer. Pourtant, à chaque fois, le sérieux du ton employé parvient à nous emmener, malgré tout. Toutes les nombreuses entités et règles d'organisation que je vous ai décrites sont essentielles, car le caractère fantastique des anomalies prend vie uniquement à travers ce prisme. Ces récits sont la définition même du terme science-fiction, utiliser les formes du réalisme scientifique pour nous faire avaler les idées les plus improbables. Les modèles que nous allons voir sont tous tournés vers le même objectif, donner l'apparence du sérieux au récit et passer par des témoignages et du vécu pour donner du corps à l'invraisemblable. Concrètement, tous ces témoignages se trouvent dans des documents annexes, sous forme de liens en bas de page généralement. C'est en cliquant dessus qu'on va pouvoir découvrir des sources supplémentaires, des détails ou des expériences terrifiantes. Pour écrire ces documents, les auteurs de rapports se sont très vite amusés à exploiter toute la magie qui se cache dans les langages hermétiques et les contraintes stylistiques de la langue. Pour faire simple, chaque type de document possède un imaginaire, aussi ténu et terne soit-il. Par exemple, quand une annexe d'un SCP prend la forme d'un extrait de journal intime, on trouve souvent un récit presque intérieur, à la première personne, où l'on s'attend à trouver des révélations sans retenue. C'est là que des secrets sincères peuvent être dissimulés. A l'inverse, si le document annexe prend la forme d'une retranscription de discussion au talkie-walkie entre deux agents, on sera plutôt dans un dialogue efficace et tendu, factuel, avec un suspense lié à la découverte en direct d'une situation critique. Souvent, on trouve dans ces annexes un addendum, voire plusieurs. C'est ainsi qu'on définit une note qui a été rajoutée a posteriori. Cela permet scénaristiquement de compléter une histoire, voire même de cacher des détails sordides, comme par exemple la liste des morts causée par l'évasion d'une anomalie, ou bien même des informations qui remettent totalement en cause ce qui a été écrit dans le rapport. Parallèlement à ces addenda, on trouve des pièces aux fonctions similaires comme des notes, des appendices ou bien des mises à jour. Ces documents font l'effet de pièces à conviction qu'on joindrait à un dossier criminel. On trouve aussi bien des interrogatoires de la Fondation que des fichiers audio, des rapports de test, des mémorandums, ou bien encore du journal de bord. Parfois, ces documents annexes prennent des formes étranges. Un des exemples les plus marquants est sans doute SCP-3143, une construction intrafictionnelle capable d'aplatir la réalité en une narration sous forme de script de film noir. Dans ces fameuses annexes, on découvre un interrogatoire entre l'anomalie et un chercheur, et l'annexe prend la forme stylistique d'un scénario.
Beaucoup de ces annexes permettent une forme d'intertextualité totalement fascinante, qui permet de donner du lien et de la cohérence à l'univers. Par exemple, tout en bas du texte relatif à SCP-682, on trouve un rapport d'expérience qui compile toutes les tentatives que les chercheurs ont faites pour tenter de maîtriser 682 avec d'autres anomalies. On se base donc sur des rapports déjà existants pour créer des liens qui donnent un sentiment d'intrication et de logique intense. Ce fourmillement créatif témoigne d'une volonté des auteurs d'explorer l'intégralité des formes stylistiques possibles. D'ailleurs, au cours de mes recherches, j'ai été frappé par l'esprit commun qu'il existait entre la Fondation et un livre célèbre de Raymond Queneau, appelé Exercice de style. Paru en 1947, ce livre raconte 99 fois la même histoire, mais de 99 façons différentes. C'est une histoire banale d'un homme dans un bus avec un par-dessus. Quand on contemple les 99 contraintes que s'est fixé Queneau, on voit apparaître une sorte de matrice qui semble être celle qui anime les auteurs des rapports. Et même si la surprise de sa découverte fut grande, il n'est finalement pas si étonnant qu'un rapport, le SCP-119 de la branche française, lui rende un explicite hommage, en faisant de ce livre un objet anormal. Comme dans l'ouvrage de Queneau, le rapport adopte plusieurs modes littéraires différents, totalement absents des autres SCP, passant d'un style déroutant à l'autre à chaque paragraphe. Mais de tous les procédés existants, le plus traversant et le plus efficace parmi les écrits de la Fondation est bien sûr l'art savant de la soustraction. Il n'y a quasiment pas un seul objet SCP dont le rapport ne soit pas censuré. On l'a vu, la Fondation est une organisation top secrète, très rigide, et il est logique que certaines informations sensibles soient cachées aux classes qui sont les nôtres. C'est le cas de la plupart des noms et prénoms, des dates et des situations géographiques. Tout est fait pour préserver l'anonymat des acteurs. Curieusement, cela permet de rendre les histoires plus universelles. Un nom rayé peut être celui de n'importe qui, et on s'identifie beaucoup plus. Idem pour les lieux. Et c'est là tout le génie de la censure exercée par la Fondation. Elle rend les récits meilleurs, ou du moins plus mystérieux. Car outre le caviardage pur et simple, c'est-à-dire recouvrir de bandes noires le texte qu'on veut cacher, il y a aussi d'autres mentions alternatives qui peuvent apparaître. On tombe souvent sur des données supprimées, sans doute par une autorité supérieure, mais aussi parfois sur des données corrompues par on ne sait qui ou quoi, comme s'il y avait eu sabotage. Par exemple, dans SCP-87, on suit haletant des rapports d'exploration vidéo retranscrits sur papier, et au moment où l'on va enfin savoir, on découvre que la dernière vidéo a été supprimée. C'est terriblement frustrant, mais en même temps c'est un passeport pour l'imaginaire le plus débridé. Notre cerveau a horreur du vide et va de lui-même tenter de combler les parties qu'on lui refuse. La Fondation a parfaitement saisi que l'imagination naissait de la privation, qu'il fallait laisser le lecteur insuffler sa propre part d'ombre dans cet univers. Finalement, peut-être que le pire dans une histoire est de tout révéler, de ne pas laisser au spectateur une respiration de liberté dans l'histoire qu'on lui propose. Comme si le public devait coécrire le récit sans s'en rendre compte, pour pouvoir se sentir investi et immergé. Cette censure sert toujours l'histoire et prend des formes d'une finesse machiavélique. Dans le rapport sur SCP-231, il y avait jadis une photo de l'anomalie. Mais quand on va sur la page aujourd'hui, on peut voir que l'emplacement est vide, accompagné de la mention « Photo retirée par un membre du Conseil O5 ». La plupart des rapports SCP possèdent une forme commune à tous, une sorte de nomenclature solide qui permet de rendre le tout un peu cohérent. Mais l'un des intérêts d'avoir autant de règles dans un univers de fiction, c'est de pouvoir jouer avec leurs limites, quitte à dévier de la norme pour opérer ce qu'on appelle dans le jargon une déviation de format. Avant même de détailler le contenu de ces rapports déviants, il faut qu'on s'arrête un instant sur leurs titres. Ils sont en eux-mêmes de micro-déviations de format et peuvent nous donner envie de cliquer sur ce rapport plutôt qu'un autre. Avec plus de 11 000 histoires, il faut savoir se démarquer. La plupart du temps, le titre d'un rapport est froidement descriptif. Pour décrire SCP-35, un masque de comédie qui, une fois placé sur le visage, tue son porteur et y intègre sa propre conscience, on a choisi le titre « Masque possessif ». D'autres titres résument également parfaitement leur contenu, aussi étrange soit-il. SCP-52, Train voyageant dans le temps. SCP-103, L'homme qui n'a jamais faim. SCP-636, Ascenseur vers nulle part. SCP-3106, un marécage extracteur de chair. D'autres sont plus énigmatiques, mais prendront leur sens après la lecture du rapport. Par exemple, SCP-762, alias Vierge de fer immortelle, parle d'un homme né au XVe siècle qu'on a retrouvé vivant à l'intérieur d'une vierge de fer,
Sinistre instrument de torture en forme de sarcophage rempli de pics d'acier censés perforer la chair de celui qu'on y enferme. En plein supplice depuis des siècles, l'instrument avait rendu l'homme immortel, d'où le titre du SCP. Même quand un titre a l'air absurde, dites-vous qu'il est souvent premier degré. Le 7e rapport de la Fondation s'appelle « Planète abdominale » et il parle bien d'un individu qui possède une planète miniature à l'intérieur de son abdomen. Je vous cite ici une des formes les plus simples, mais certains titres sont volontairement abscons ou étranges. SCP-3036, chasseur de clowns élastiques et extraordinaires. SCP-2300, golem périodique. SCP-3379, D-11424 et le trou à viande arctique des merveilles infinies. D'autres titres vont encore plus loin pour se faire remarquer et utilisent différents procédés liés aux propriétés du lettrage. En temps normal, les titres sont dans une même police, en minuscules. Mais vous pouvez en trouver certains qui sont passés en gras ou en majuscules, ce qui les fait instantanément ressortir du lot. D'autres jouent sur la longueur improbable de leurs titres, qui confinent à l'absurde, mais qui ne manquent pas de se faire remarquer. Parmi les autres procédés aguicheurs qui cherchent à forcer le clic du lecteur, on trouve les émoticônes, qui viennent donner une légèreté presque inquiétante dans le contexte. Certains autres forcent le passage encore plus avec des méthodes éculées ou prétextant être incroyables. Mais on en trouve de plus urgents ou effrayants comme « Protégez Calmaris »,« N'ouvre pas cette porte » ou le plus glaçant « Pouvez-vous me voir ?» comme si un individu était piégé dans le site et qu'il pouvait parler avec nous par le biais d'un titre. Mis à part tous ces procédés efficaces mais relativement racoleurs, on trouve des usages plus insidieux et intrigants. Il suffit d'un caractère spécial pour ferrer le lecteur. Quand on ne comprend pas un symbole, il devient à moitié mystique et on a besoin de comprendre à quoi il se réfère, et donc de cliquer sur le rapport. Par exemple, le titre de SCP-474 est énigmatique. J'ai dû faire des recherches pour comprendre que c'est un monogramme, c'est-à-dire un symbole qui réunit plusieurs lettres en une forme. Celui-ci se prononce RX. Quant à son sens, ce monogramme est utilisé en typographie dans le domaine de la prescription pharmaceutique. On a donc tout un univers sémantique qui se cache derrière ce petit symbole presque invisible. D'autres titres utilisent des procédés plus simples, comme remplacer les A par des arrobases ou les S par des dollars. On peut aussi mettre des lettres en symétrie miroir, utiliser des points énigmatiques, voire même afficher une formule scientifique. D'autres rapports jouent plutôt avec le choix des polices de caractères et la façon dont on les agence. Un peu comme les documents annexes, certaines polices de caractères sont liées à des pratiques ou à des imaginaires, comme la police courrier qui est utilisée pour l'écriture des scénarios de films et qui, une fois en minuscule, évoque plus largement l'imaginaire de la machine à écrire. D'autres titrages jouent avec le corps ou bien la taille de la police, et elles peuvent varier au sein d'un même titre, en plein milieu de la phrase, pour mettre un mot en exergue, ou bien en fin de phrase, comme sur le titre « Le jour où la Terre s'arrêta d'être plate ». Les possibilités sont vastes. On peut créer un espace entre les lettres, comme pour ralentir le temps, changer la taille ou le corps de chaque lettre dans un même mot, comme s'il était en train de muter. On peut même trouver l'utilisation du langage Leech, qui consiste à utiliser les chiffres à la place des lettres ayant une forme s'en approchant. La forme des choses influe sur notre perception de leur sens, sans même parfois qu'on s'en rende vraiment compte. Je vous fais grâce des titres qui utilisent des chiffres pour donner un aspect factuel et scientifique au rapport. Je vous passe aussi les titres qui affichent un exposant, c'est-à-dire un petit symbole en haut à droite du titre. Trademark, Registered, Copyright. On sait qu'on va avoir droit à un produit commercial saupoudré d'un langage marketing étrange, comme c'est souvent le cas pour le Dr Wondertainment. Dans de rares cas, l'exposant est plus inédit. Ce que montre bien SCP-4774, avec son titre « La 9e planète » affublé d'un énigmatique « Référence nécessaire » en exposant. Plus j'avance dans mes recherches, plus je réalise la force des mots, plus je réalise à quel point ils sont une matière qu'on peut modeler et tordre. Plus je réalise que la beauté et le merveilleux peuvent se cacher dans des choses qui paraissent froidement obscures au premier abord. Le temps vient à manquer, donc je dois faire l'impasse sur plusieurs incongruités fascinantes qui se cachent dans les titres. Mais il reste deux catégories passionnantes et qui reviennent souvent. La première catégorie concerne les titres en couleur. Certains titres sont surlignés comme SCP-4205 et d'autres sont simplement en rose ou en bleu. Mais un titre a retenu mon attention. C'est celui de SCP-2851 qui s'intitule Rouge. Quand on lit le rapport, on découvre que tous les murs de l'aile où se trouve 2851 doivent être peints en rouge, que le personnel doit porter au moins une pièce de vêtement rouge, et qu'ils doivent décorer le poste de leur bureau en rouge, et toute la documentation concernant SCP-2851 doit contenir du... L'ultime catégorie de titres est celle des textes rayés. Certaines parties sont traversées d'un trait qui montre que les mots en question sont caducs et remplacés par d'autres, comme « actualisé ».
Et cela permet une forme de narration à même le titre. Cela crée d'abord un effet de suspense et d'effroi. Par exemple, SCP-2824 avait pour titre initial « Le roi qui fut et qui sera ». Mais la fin a été barrée. On peut donc en déduire que quelque chose s'est produit et que le roi est mort. Idem pour Morse Cyborg Hostile, entièrement rayé pour laisser la place à un inquiétant « recherche en cours », comme si le cyborg s'était échappé ou qu'il avait tué les chercheurs autour de lui. Idem pour le titre « Tout va bien », rayé pour laisser un glacial « Tout est blanc ». Sur le SCP-65 de la branche japonaise, on a même droit à un titre japonais rayé entièrement pour laisser la place à une phrase en anglais. Enfin, ces mots rayés peuvent faire naître une forme d'humour assez savoureux. Je pense à SCP-1316, dont le titre passe de « Lucie le chaton » à « Dispositif d'espionnage félin ». Mais dans le genre, la palme revient sans doute à SCP-1496, dont le titre originel était « La phrase la plus profonde de l'histoire », mais qui a été rayé pour laisser la place à « Un set de table ». Comme vous pouvez le voir, les titres sont déjà riches en surprises, mais ce n'est rien comparé aux véritables déviations de format. Celles où ce sont les rapports eux-mêmes qui prennent une forme inhabituelle et dérogent au schéma classique. Plusieurs rapports s'appuient sur un jeu avec les formes de narration. Par exemple, SCP-3043 commence comme un email avec plusieurs pièces jointes, et dans celle-ci se trouvent les extraits d'un scénario de film qui raconte la réalité sous cette forme. SCP-2975 va encore plus loin, en nous projetant dans un récit à embranchements multiples, à la façon d'un livre dont vous êtes le héros. Dans le genre, un des rapports les plus fascinants concerne SCP-1893, une entité étrange avec laquelle on ne peut interagir que par le biais de narrations fictives. Le rapport ressemble donc plus à un roman et présente une particularité inédite. Si vous attendez 60 secondes et que vous rafraîchissez la page, alors vous aurez une version différente du récit. Le but d'une déviation de format est de nous emmener vers des formes alternatives et inconnues, pour nous surprendre et si possible nous dérouter. Parfois ce changement est simplement cosmétique, une illustration qui fait toute la largeur, des titres plus gros ou en couleur. Même si le fond reste identique, cela offre un peu de respiration dans un format habituellement et volontairement austère. Et d'autres rapports utilisent des techniques presque proches du jumpscare au cinéma, comme SCP-5999, qui montre une photo floue qui devient nette et effrayante une fois qu'on passe sa souris dessus. Le rapport 2557 sur Envelope Logistics prend quant à lui l'apparence d'une brochure d'entreprise assez glaçante, remplie de jargon corporate. SCP-4319 a été contaminé quant à lui par une anomalie qui l'a changé en blog de filles, où les informations du rapport sont cachées sur la page. De plus, le blog cache en back-office tout un tas de fenêtres de chat où se raconte l'histoire. Parfois, le texte d'un rapport est complètement parasité par des caractères incongrus. D'autres fois, il se paye le luxe étrange d'une absence totale de texte, comme le célèbre SCP-2521. Traitant d'une créature mythique de la Fondation, le rapport prend la forme de schémas simplifiés qui rappellent ces dépliants qu'on trouve dans les avions, avec les directives à suivre en cas de problème. Enfin, les rapports les plus sophistiqués sont souvent ceux qui supposent du code sur le site lui-même, ou des intégrations originales. On accède par exemple aux informations de SCP-4205 en allumant un terminal d'ordinateur avec lequel on doit interagir. Dans un style similaire, le SCP-86 de la branche espagnole propose un dispositif proche mais qui cette fois nous connecte à une sorte de virus informatique qui se met à contaminer le site. SCP-245 nous invite même dans l'univers d'un jeu vidéo dont seul le fichier d'installation nous est donné. Mais de toutes les déviations de format dont j'ai pu être témoin, je crois que la plus déroutante est SCP-426, dans lequel une anomalie nous parle à la première personne, comme si elle avait conscience d'être lue. La Fondation SCP offre en quelque sorte un mythe all-inclusive. Il est capable d'englober et de réunir dans sa mythologie aussi bien notre histoire que nos mythes. L'organisation embrasse toutes les visions religieuses, réinterprète certaines légendes urbaines, revisite le bestiaire fantastique des contes et des légendes. Mais à chaque fois, les rapports s'offrent le luxe de twister ce qui est attendu, d'offrir une relecture rafraîchissante de ce que l'on connaît déjà, avec un certain recul sur l'aspect déjà vu de certaines thématiques. Par exemple, un rapport mettant en scène un petit gris, le type d'alien le plus classique, porte pour titre « Cliché, pas vrai ?» Et ce n'est pas le seul classique à faire une apparition. La Fondation a capturé le Bigfoot, mais aussi Baba Yaga, la sorcière du folklore russe, ou encore le monstre du Loch Ness. Plus encore que les aliens ou les créatures cryptozoologiques, on trouve des figures bibliques ou mythologiques célèbres. Outre SCP-343, qui imagine un interrogatoire du dieu abrahamique dans les locaux de la Fondation, ou encore la capture d'Abel puis de Caïn, on voit bien que le folklore religieux donne beaucoup d'idées aux auteurs des rapports.
Dans cet esprit, la Fondation a aussi capturé le monstre marin Léviathan, retrouvé l'arche de Noé et mis en scène des anges envoyés du ciel. Le diable, enfin, n'est pas absent de la fête puisque plusieurs rapports en font état. SCP de 1980 traite d'une ampoule qui, si on l'allume, fait apparaître le malin en personne. Mais on pourrait citer aussi SCP-738, le cas d'un siège, qui vous fait signer un pacte avec le diable si vous vous asseyez dessus. L'avantage supplémentaire avec ces mythologies qui peuvent tout englober, c'est qu'il vous est possible de proposer une histoire alternative du monde et d'en élucider tous les mystères. On trouve des rapports qui expliquent l'assassinat de JFK, d'autres qui révèlent des secrets sur la bombe atomique, ou encore qui expliquent la nature de véritables artefacts inexpliqués de notre passé. Le manuscrit de Voynich, un vieux codex dans une langue inconnue qu'on peine encore à traduire, ou bien le disque de Phaistos, toujours indéchiffré lui aussi, et même le célèbre mécanisme d'Anticythère, un curieux assemblage de rouages retrouvé au fond des eaux, avant-gardiste pour l'époque où il fut créé. Les auteurs des rapports semblent avoir en commun cette envie irrépressible d'aller brandir une torche dans l'obscurité. La Fondation SCP est avant tout une aventure textuelle et littéraire. Pour autant, les images y occupent une place particulièrement importante, et la Fondation les approche différemment selon leur nature. L'approche la plus évidente est celle du détournement. Ça a été le cas dès le premier SCP, le 173. L'image cauchemardesque de cette créature n'était autre que l'œuvre du sculpteur japonais Izumi Kato, qui n'a appris que bien plus tard que sa création était devenue culte dans d'obscurs milieux internétiques. Ce n'est pas la seule œuvre d'artiste à avoir été détournée ainsi par des auteurs malicieux. J'ai pu identifier pour l'instant SCP-188, une œuvre de l'artiste de land art Andy Goldsworthy, qui réalise des pièces magnifiques avec uniquement les matériaux qu'il trouve dans la nature, ainsi que SCP-264, une œuvre de Chris Cooksey, qui réalise des maquettes fantasmagoriques avec des objets trouvés en brocante. La dernière est une œuvre de Mark Powell. C'est pour la célèbre SCP-610 qu'une de ses sculptures miniatures a été utilisée comme illustration. La Fondation entretient un rapport particulier avec les œuvres d'art, et notamment avec l'aura magique que certaines savent dégager. On trouve dans SCP-1800 une sculpture du Minotaure, des œuvres de la Renaissance possédées dans SCP-4505, mais aussi SCP-99, une peinture de Magritte aux propriétés anormales. En effet, toute personne fixant trop longtemps l'œil qui trône au centre de la tranche de jambon finit par subir de violentes hallucinations. Plus largement, toute photo qui possède la moindre aura permet aux auteurs de déclencher l'étincelle. Il y a dans les photos des rapports un je ne sais quoi d'élégiaque et de maudit, quelque chose d'indescriptible qui provoque un malaise dans le cadrage ou le grain de l'image, voire dans son apparente banalité. Et c'est surtout l'histoire qu'on raconte à son propos qui rend ces images si particulières. Vous verrez vous aussi, au bout d'un certain temps, pour chaque chose que vous croiserez dans ce monde, vous viendrez à en imaginer malgré vous le potentiel anormal. La Fondation a réussi à rendre menaçants tous les objets du monde, des plus improbables et puissants aux plus insignifiants et communs. Je le redis, nous ne sommes à l'abri nulle part. Si la Fondation n'a pas hésité une seconde à aspirer tout ce qu'elle pouvait en termes d'images pour nourrir son univers, la masse d'images inédites qu'elle a générées à son tour est sans doute 1000 fois supérieure. En quelque sorte, son emprunt a été remboursé. Et la première source de création vient des artistes eux-mêmes qui à leur tour se sont mis à représenter les anomalies de la Fondation. Et la somme des merveilles qu'on peut trouver aujourd'hui est vertigineuse. Je ne pourrais malheureusement pas toutes et tous les citer, mais j'ai particulièrement adoré les œuvres de Jennifer Swan, qui parvient dans un style faussement naïf et mélancolique à créer un malaise fascinant avec ses images. Dans un autre genre, David Romero est parvenu à créer parmi les images les plus cultes de la Fondation, avec son rendu noir et blanc ultra réaliste. Mais la scène artistique la plus impressionnante se trouve en Russie, qui compte un nombre d'artistes dévoués à la Fondation absolument fou. Leur talent traduit parfaitement toutes les horreurs qui se cachent sous nos pieds. Dmitri Desiatov parvient par ses peintures digitales à saisir toute l'horreur organique et désespérée de l'organisation. Sava Balaev peint des abominations anormales dans un noir et blanc désespéré et glauque. Dan Temirov, quant à lui, a un faible pour les brèches de confinement, montrant à la fois des anomalies, du combat et les sites de la Fondation. Anna Kulakovskaya joue la carte de l'exploration et des combinaisons suffocantes, quand Anna Agafonova se penche sur l'approche plus fantastique de la Fondation dans un style qui rappelle la série des livres Chair de poule. Alexei Yakovlev excelle de son côté dans la représentation des sites de la Fondation. On y perçoit la froideur d'une organisation ultra sécurisée et en même temps toute la charge fantastique que ces lieux contiennent. J'ai également été très marqué par les œuvres de Huzo Huzo, qui semble passionné par les aspects organiques et abjects de certaines anomalies.
On est parfois même proche des pochettes de death metal ou de grindcore, mais il parvient parfaitement à nous fasciner par ses compositions et par l'aura maléfique qui s'en dégage. Il y a tant d'artistes talentueux que je ne pourrais pas développer. Entre le travail de Seth pour la branche française et celui d'Alex Andreev, il est frustrant de ne pas avoir plus de temps. Il y a tout de même un artiste que vous croiserez sûrement, car son style se démarque et il est sans doute le plus prolifique. C'est Sonny Clockwork. Son utilisation de formes proches du tatouage tribal en noir et blanc permet des approches métaphoriques ou symboliques des anomalies, et cela lui a permis d'illustrer des centaines de SCP qu'on n'aurait pas pu illustrer de façon réaliste. Mais pour ma part, l'artiste qui a produit les images les plus impressionnantes par leur nombre, leur qualité et leur style unique est sans doute Amami Dori, dont le style, entre animation japonaise et peinture, parvient à faire vivre des ambiances absolument fantastiques. Ce sont tous ces artistes qui donnent des couleurs à la Fondation. Eux seuls qui peuvent mettre en image ces visions terrifiantes. Les rapports SCP sont une bénédiction pour quiconque fait de l'illustration. Ils sont remplis de descriptions factuelles et détaillées, comportent des mesures, des relevés. Mais l'illustration est loin d'être le seul médium sur lequel la Fondation se soit développée. Sa légende est à ce point ancrée dans une sous-culture surdouée du numérique et des nouvelles technologies qu'il n'est pas étonnant d'avoir vu fleurir tout un univers étendu. Et ce, sur plusieurs plateformes. L'image mentale que la Fondation est parvenue à se créer a inspiré des vidéastes, des réalisateurs, des conteurs et même des concepteurs de jeux vidéo. Il y a même des séries d'animation comme Confinement de Lord Bung ou encore les productions de SCP Animated. La masse de l'univers étendu, le nombre des analyses et des théories, tout est hors norme dans la Fondation. Cette masse est à la fois terrifiante, absurde et grisante. Mais c'est sans doute via le jeu vidéo que la Fondation a trouvé son média le plus connu, bizarrement. Il existe une quinzaine de jeux qui se sont développés dans l'univers. Certains mettent en scène un SCP précis, quand d'autres nous mettent à la place d'un agent dans un site contenant plusieurs anomalies. Si ces jeux sont intéressants, ils souffrent souvent de leur manque de moyens. Mais contre toute attente, la Fondation va faire son entrée dans le monde du AAA avec le formidable jeu Control des studios Remedy, qui tout en créant sa propre histoire, rend 1000 hommages vibrants à tous les concepts de la Fondation, et ce, dès la toute première pièce du jeu, où l'on nous prévient qu'il y a eu un Containment Breach, terme propre au lore de la Fondation. Au cours de mes recherches, j'ai essayé de comprendre quelles pouvaient avoir été les influences d'une telle organisation. Les SCP découlent d'une matrice si riche, ouverte et bien pensée qu'elle permet une gamme de récits à la diversité vertigineuse. Mais cet univers ne vient pas de nulle part, et le génie de cette conception est d'avoir été pioché dans plusieurs œuvres qui l'ont précédé. Depuis l'expérience de Milgram et le développement de l'imaginaire autour du contrôle mental, beaucoup d'œuvres ont puisé dans cette paranoïa paragouvernementale teintée de complot. On pense au film Icom Icar, à la série Le Prisonnier, à La Jetée de Chris Marker, et surtout aux documents interdits de Jean-Teddy Philippe. D'autres séries comme La Quatrième Dimension, ou encore Au-delà du réel, ont nourri également notre inconscient collectif de cauchemars surréalistes, qu'on retrouve partout au sein de la Fondation. On pourrait même remonter plus loin jusqu'à Kafka et ses enfers administratifs, ou bien encore Lovecraft avec ses récits terrifiants à la saveur scientifique. Nul doute également que la fameuse Umbrella Corporation de Resident Evil ait joué son rôle, tout autant que des films comme Altered States et son héros scientifique prêt à franchir toutes les limites. Orange Mécanique et ses thérapies anti-violence rappellent le sort des classes D quand on efface leur mémoire. Il y a une somme incroyable d'œuvres qui ont donné malgré eux naissance à la Fondation. Outre l'évidente influence de la série X-Files, il est impossible de ne pas citer également l'incroyable film Cabin in the Woods, qui bien qu'il soit sorti un peu après 2007, présente certaines visions qu'on dirait filmées dans un des sites secrets de la Fondation. Si comme moi vous décidez de vous immerger dans cet univers et que vous voulez remonter aux racines inconscientes de cette organisation, vous pouvez aussi fouiller du côté d'œuvres comme Vidéodrome de David Cronenberg, Phase 4 de Saul Bass, The Box de Richard Kelly. Regardez bien évidemment du côté de la série Fringe, qui ferait un parfait biopic pour certains docteurs de la Fondation, ou encore de Warehouse 13, l'histoire d'un entrepôt où sont gardés précieusement des objets anormaux. Enfin, la série Lost est encore une fois inévitable. Par sa mythologie, elle a probablement influencé les premiers bâtisseurs de l'organisation, tant la Dharma Initiative et la Hanso Foundation cadrent parfaitement dans l'univers SCP. En ce qui concerne le premier rapport, SCP-173, c'est plus vers Doctor Who qu'il faut se tourner, et plus précisément vers l'épisode Don't Blink, un épisode terrifiant et célèbre, mettant en scène des anges de pierre qu'il ne faut jamais s'arrêter de regarder, sous peine de se faire attaquer, exactement comme la première anomalie de la Fondation. Mais la référence mère, celle qui selon moi a exploré ces contrées narratives 7 ans avant que la Fondation ne voie le jour, c'est très certainement cet étrange objet qu'on appelle la Maison des Feuilles.
Prenant la forme d'un livre écrit par un certain Mark Danielewski, cet objet anormal raconte l'histoire d'une famille qui s'installe dans une nouvelle maison. En faisant des mesures, les parents se rendent compte que la maison est 5 mm plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui est physiquement impossible. Obsédé par cette anomalie, le père va finir par trouver une porte qui mène vers des escaliers s'enfonçant dans les ténèbres. À chaque fois qu'il ouvre la porte, les escaliers ont changé de forme. Le protagoniste va faire appel à des spécialistes pour l'aider à explorer cette dimension de poche qui s'enfonce dans les limbes. Cela vous semble familier ? Attendez de poser les yeux sur ce livre et de voir les centaines d'expérimentations liées à son écriture et à sa mise en page. Pour boucler la boucle, sachez que j'ai retrouvé une vidéo des développeurs du jeu Control. Et voici les inspirations majeures qu'ils citent. House of Leaves, I know, was a big inspiration for Sam in the beginning. And just the SCP site, the Secure, Contain, Protect site, I don't know if you guys know about that. It was an influence on our game, like when you see the altered objects that are locked away in their cells because they have these strange powers. Yeah, so that our inspiration came from just sort of like digging through that website a little bit, and it was really some cool ideas in there. Je reste persuadé qu'il existe un passage entre la Maison des Feuilles et la Fondation. Et je le trouverai, un jour. La véritable anomalie, la plus troublante et la seule qui existe, c'est l'imagination humaine. Elle ne connaît pas de limites, elle est incontrôlable, indomptable. Nul ne peut la contenir en entier, même en 11 000 histoires. L'imagination humaine est la seule chose que personne ne pourra jamais emprisonner. La fondation ne s'est pas construite en une fois ni en un jour. Il s'en est passé des choses pour en arriver à cet immense édifice. Il se passe en coulisses un travail de l'ombre qui anime beaucoup d'acteurs. Toutes les nouvelles histoires proposées sont passées par le filtre d'équipe qui veille à ce que l'histoire soit la plus cohérente et la plus scientifique possible, et qu'elle utilise le lore existant de la meilleure des façons. Mais j'y ai vu une bienveillance et une envie d'inclure de nouveaux membres qui est assez impressionnante. Tout le monde semble vouloir le mieux pour la fondation. C'est grâce à ce travail de fourmi invisible en surface que le travail commun est d'une telle qualité. La Fondation est sans nul doute parmi les expériences créatives les plus étonnantes à être sorties d'Internet. On peut y voir à l'œuvre toute la puissance et toute la complexité de notre intelligence collective. La Fondation est l'incarnation même de ce que les humains peuvent bâtir quand ils se fixent un objectif commun qui les dépasse. Au point qu'on peut finir par se demander si cette histoire ne s'écrit pas sans nous, qu'une part de ce qui a été construit nous a quelque part échappé. C'est un univers qu'une personne seule n'aurait jamais pu écrire, ni en termes de temps, ni en termes de richesse créative, et encore moins sans cette régulation naturelle permise par la modération. En matière de création, on dit souvent qu'il est difficile de travailler à plusieurs sur un projet, d'accorder toutes les envies et les possibilités de chacun sans que l'ensemble ne parte dans tous les sens. Qui aurait donc cru qu'en travaillant à plusieurs milliers, nous étions capables de quelque chose de si grand, de si cohérent et de si parfait. Le plus beau dans tout cela, c'est que vous pouvez très bien vous passer de toutes ces explications pour lire votre premier rapport. Oui, vous serez perdu, et moult détails vous échapperont. Mais un rapport aura toujours une perche de mystère à vous tendre, car chacun d'entre eux cache derrière son aura scientifique une entrée vers l'imaginaire le plus vaste. Il suffit d'un seul rapport pour vous faire plonger. En lisant un SCP, vous en découvrirez d'autres, et selon les fils que vous tirerez, vous découvrirez l'univers de la Fondation d'une façon qui sera unique et qui vous sera propre. Il existe autant de fondations que de lecteurs. Il n'existe pas d'entrée officielle. Il y a celle que vous emprunterez. Comme le dit si bien la Reine Noire, au début de son dossier sur le Conseil O5, une partie des informations qui vont suivre sont vraies. D'autres sont fausses, voire ridicules. Parfois je suis sûr de moi. Parfois non. Parfois je mentirai. Cela n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous lirez, quelqu'un, quelque part, y croit. Et croire, c'est pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'entendre. Il va falloir que je disparaisse pendant un temps. Tout ce que je vous ai dit est vrai, mais il y a une chose sur laquelle j'ai menti. Les SCP, ce ne sont pas des fictions. Tout est réel. J'ai d'abord voulu ignorer certaines choses que j'ai vues sur le site, mais maintenant tout est clair. Des rapports m'ont mis sur la piste, et j'ai compris que je n'étais pas fou. J'avais chaque jour un peu plus l'étrange impression que la Fondation cachait quelque chose
de bien réel et de profond. Ça a commencé avec de toutes petites choses que je n'avais pas vues au premier abord, comme par exemple l'étrange titre de SCP-3349. Puis je suis tombé sur SCP-3125 et son verrou à code secret. J'ai passé des nuits à tester des combinaisons, mais il semblerait que la Fondation souhaite garder certaines choses bien cachées, même aux yeux des agents. Vous vous souvenez de Williams, celui qui a écrit le premier rapport? Eh bien, il semblerait qu'il fasse partie du conseil O5. C'est là que j'ai commencé à vraiment douter. Puis j'ai vu apparaître certains bugs, un peu comme des perturbations dans la matrice. Le premier fut SCP-299 de la branche française. Le rapport parle d'une suite de chiffres mystérieuses. Au début de ma lecture, les chiffres étaient censurés, et tout se passait bien. Et puis d'un coup, la suite de chiffres s'est affichée, et le texte a commencé à être remplacé peu à peu. C'est là que j'ai perdu pied avec le réel. J'ai même commencé à voir certains rapports qui affichaient mon nom, comme s'ils me parlaient. J'ai expérimenté toujours plus de choses étranges. J'ai même tenté de faire le test psychologique de SCP-228, un Polaroid que l'on doit analyser. Mais à chaque fois que j'essayais de me connecter sur la page du rapport, l'image prenait une forme différente. Le SCP-101 dans la branche française a même émis à mot couvert la théorie que la véritable anomalie principale est le site de la Fondation lui-même. Pire, j'ai même découvert en épluchant les différentes versions de SCP-001 que la Fondation était en fait une anomalie imaginée par, je cite, un tas d'écrivains d'horreur. Mais le coup de grâce, je l'ai reçu à la lecture de SCP-3393. La première phrase du rapport disait ces mots. En raison de votre capacité à accéder à ce fichier et à lire cette phrase, vous êtes SCP-3393. À la lecture de ces chiffres, il y a eu un déclic. Comme une lumière qui s'éteint et qui laisse la place aux ténèbres. C'est là que tout a pris sens. C'est là que j'ai compris. Il me surveille depuis le début. Je ne suis pas un vidéaste qui crée depuis sa chambre. Je suis une anomalie, piégée au fin fond d'une cellule de la Fondation.